Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence organisée par l'IGPDE, l'Institut de formation du ministère de l'Économie et des Finances, évidemment portée par ce ministère. C'est une conférence en ligne organisée également en partenariat avec le ministère de la Transition écologique via l'IPEC. C'est une première aussi, il faut bien le dire. Donc on est ravis de vous accueillir pour cette première, vous tous qui nous suivez en ligne. La première d'un nouveau format intitulé l'économie et le changement climatique. Je me présente juste en quelques mots comme on va passer 2 heures ensemble. Nathalie Croiset, je suis journaliste spécialiste des questions de transition écologique et ravie d'être avec vous pour cette conférence en ligne autour de cette thématique, les impacts macroéconomiques de la transition écologique. Une conférence qui s'appuie sur, vous avez dû évidemment le voir, le rapport commandé à Jean Pisani-Ferry et Selma Mahfouz qu'on est ravis d'accueillir, je vais les présenter dans un instant, remis donc à la première ministre Elisabeth Borne le 22 mai dernier. C'est bien, comme ça on prend un petit peu de recul, on va dire plus d'un mois après, pour en parler à nouveau avec donc 3 intervenants. Selma Mahfouz, bonjour. Bonjour. Dont je parlais il y a un instant, que je vous présentais, donc inspectrice générale des finances, rapporteur général de ce rapport, évaluation des impacts macroéconomiques de la transition écologique. Vous allez pouvoir revenir dans quelques instants sur les principales conclusions et puis ça va servir de base pour nos échanges cet après-midi. À vos côtés, Louise Kessler, merci beaucoup d'être avec nous, qui est directrice du programme économie à l'Institut de l'économie pour le climat, 1,4CE, I4C aussi, si on veut le dire à l'anglaise. Et donc évidemment, I4C s'engage beaucoup sur les questions d'investissement, de planification aussi de la transition écologique et c'est ce dont vous allez nous parler. Et puis également, on est ravis d'accueillir, il est en ligne avec nous, Alain Grandjean, bonjour. Vous êtes fondateur et associé de Carbone 4 et merci beaucoup d'être avec nous également pour cette conférence en ligne. Alors ce qu'on vous propose aussi, vous tous qui nous suivez nombreux, parce que vous avez été nombreux à vous inscrire, c'est aussi de poser vos questions en ligne. On a 2 heures devant nous, donc évidemment un temps suffisamment large. Si des questions arrivent au fil de l'eau, j'ai une tablette à mes côtés, je pourrais les poser à nos différents intervenants. Et puis évidemment, on prendra un temps à la fin aussi de cette conférence. Alors je commence par vous, Selma Mahfouz, évidemment, pour poser le contexte. Commencer d'abord par le contexte de ce qui est ressorti de votre rapport. On le voit bien, il va falloir aller très vite. 3 fois plus vite presque que prévu, il faut bien le dire, et peut-être réexpliquer un petit peu les 3 mécanismes, on va dire, économiques sur lesquels vous vous appuyez dans vos conclusions de rapport. Oui, alors comme vous l'avez dit, une des spécificités de la transition vers la neutralité carbone qu'on est en train d'engager, enfin qu'on a engagé déjà, c'est que c'est une transition énergétique, comme on en a déjà connu, qui suppose une transformation assez radicale des économies, mais que par rapport aux transitions énergétiques précédentes, elle est à peu près 2 fois plus rapide que la première révolution industrielle qui a vu l'avènement du charbon sur une 50aine d'années, la deuxième révolution industrielle qui s'est accompagnée du développement des hydrocarbures qui sont devenus l'énergie dominante dans l'offre énergétique mondiale en à peu près une 50aine d'années aussi. Cette fois-ci, on veut sortir des énergies fossiles en 25 ans, puisque au niveau mondial, c'est un petit peu donc c'est un peu l'échelle de temps. C'est une révolution industrielle. Enfin, c'est une transformation de l'ampleur d'une révolution industrielle, mais qu'on va faire à peu près 2 fois plus vite. La deuxième spécificité de cette transition qu'il faut, je pense, avoir en tête, c'est que contrairement aux révolutions industrielles précédentes qui ont plutôt démarré suite à des innovations technologiques, la machine à vapeur, là, c'est collectivement que on a décidé de sortir des énergies fossiles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est pas au départ tiré par l'innovation technologique, par des inventions dont se saisissent des entrepreneurs et puis les marchés et le jeu de l'offre et la demande. Il y a un processus où c'est pour ça qu'on dit c'est drivé par les politiques publiques, tiré par les politiques publiques. Non pas qu'on souhaite que ça soit tiré par les politiques publiques, mais parce que de fait, ça ne se serait pas fait si collectivement, à partir de l'accord de Paris en 2015, avec et puis avec l'accélération en 2019 du pacte vert européen, qui effectivement pose des objectifs pour 2030 très ambitieux et qui marque une très forte accélération. Et donc à partir du moment où on veut faire cette transformation dans un temps très court, il nous a semblé, et c'est le premier papier de Jean Pisani-Ferry à l'été 2021, que les macroéconomistes qui font de la macroéconomie en général, en considérant avant que ce sujet était un peu au-delà de l'horizon, pas les spécialistes d'économie du climat évidemment, mais ceux qui font des prévisions macroéconomiques ou budgétaires,
à horizon d'un an ou de quelques années. Maintenant, c'est dans l'horizon. Donc, c'était son papier. Climate policy is macro policy. La politique climatique, ça concerne la politique macroéconomique courante. Et donc, on a cherché à expliciter, comme vous l'avez dit, les mécanismes économiques en jeu dans cette transition. Et on en a listé 3 principaux. Le premier, c'est le progrès technique, c'est la réorientation du progrès technique de l'innovation brune vers l'innovation verte, dont on peut espérer qu'à terme, elle soit aussi productive et aussi génératrice de croissance et d'innovation que les technologies brunes. Mais ça, c'est des processus longs. C'est-à-dire que cette réorientation du progrès technique, elle prend du temps, elle est en cours, mais elle va prendre du temps. À l'horizon 2030, c'est pas tellement là-dessus, c'est pas de notre point de vue sur des nouvelles innovations technologiques qu'il faut compter avant tout. Le deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle la sobriété. Alors on s'est efforcé de définir ce concept de sobriété qui est parfois un petit peu un mot valise. Oui, c'est intéressant parce que c'est vrai que la sobriété, même le mot a été repris par le président de la République, Emmanuel Macron. On en parle beaucoup de sobriété en ce moment et c'est intéressant de se demander ce qu'il y a derrière. Voilà, et on ne sait pas très bien toujours, enfin, il y a des réflexions sur les différents types de sobriété, la sobriété structurelle liée à l'aménagement de l'espace, la sobriété d'usage. Nous, d'un point de vue économique, on a dit très simplement la sobriété, c'est la baisse de la consommation d'énergie qui ne vient pas de gains d'efficacité énergétique. C'est pas parce que les appareils consomment moins d'énergie, c'est pas parce qu'on a changé de type de chauffage, c'est vraiment parce que on change de comportement, on baisse le chauffage, on conduit moins ou moins vite. Donc là, c'est plus dans l'usage, la notion d'usage finalement. Oui, mais c'est des usages qui sont pas liés à des gains d'efficacité énergétique. C'est vraiment des changements. Ce sont des actions, c'est des changements, c'est des gestes différents. D'accord. Alors ça peut être de la lutte contre le gaspillage. C'est pas forcément une réduction du bien-être. Ça peut être le fait d'éteindre son ordinateur à la pause déjeuner, le fait des petits gestes qui coûtent pas énormément potentiellement, qui réduisent pas beaucoup l'utilité. Donc on a tout un travail dans un rapport qui a été coordonné par Aude Pommeret sur ce sujet, sur la sobriété, qui explore cette notion et ses implications économiques. Donc ça, c'est le deuxième levier, le deuxième mécanisme économique, tout ce qui est la sobriété. Et puis on a un troisième mécanisme qui est en fait à l'horizon 2030 celui qui va être le plus important quantitativement, et je reviendrai sur la façon dont on a quantifié tout ça, qui est le fait d'investir pour sortir des énergies fossiles. Très concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire remplacer une chaudière au fioul par une pompe à chaleur, remplacer un véhicule thermique par un véhicule électrique. Donc ça, c'est la consommation durable des ménages, on compte ça dans de l'investissement. Ça veut dire aussi construire des éoliennes pour se passer ou des centrales solaires pour se passer de centrales à charbon. Donc c'est tous ces investissements qui permettent de réduire notre consommation d'énergie fossile au total, et donc nos émissions de gaz à effet de serre. Et la spécificité de ces investissements, c'est que contrairement aux investissements, d'habitude on investit soit pour accroître la capacité de production, soit pour augmenter la productivité du travail. On installe de nouvelles machines pour être plus productif, productivité du travail ou productivité du capital, et donc pour produire soit plus, soit moins cher. Là, on investit simplement pour sortir des énergies fossiles. Alors, ça peut nous permettre de consommer moins d'énergie. Parfois, il y a des gains d'efficacité énergétique, ça peut nous permettre, auquel cas, ça nous permettra d'importer moins d'énergie fossile, donc ça a des bénéfices et ça peut avoir une efficacité. Mais dans un grand nombre de cas, c'est juste des investissements pour produire la même chose. La pompe à chaleur, elle n'a pas un service de chauffage différent fondamentalement d'une chaudière au fioul. Donc c'est de l'investissement qui ne va pas globalement augmenter la production, nous rendre collectivement plus productifs ou plus riches. Et ça, c'est important parce que du coup, la question du financement de ces investissements, elle se pose dans des termes un petit peu différents du financement des investissements habituels. Exactement, et on va évidemment détailler dans très peu de temps ces solutions de financement qui sont au cœur de votre rapport, mais c'était bien de poser les bases. Juste une question, quand vous dites ça, ça veut dire clairement désinvestir aussi des énergies fossiles? Ah bah oui, ça c'est clair qu'à un moment donné, oui. On va Parce qu'on construire. a encore ce questionnement qui existe et de façon concrète où on met encore en avant le fait que
On est loin d'avoir totalement désinvesti les énergies fossiles. Tout à fait. Alors, il y a une période de transition qui est compliquée, où on a quand même besoin d'énergie, où il y a un risque de ne pas assez investir dans l'extraction d'énergie fossile et en même temps de pas assez investir dans la production d'énergie non carbonée. Mais à terme, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre, il faut moins ou presque plus utiliser d'énergie carbonée. Et donc, c'est à la fois dans la production d'énergie et puis dans les biens, typiquement, ne plus construire de véhicules thermiques à terme pour construire des véhicules électriques. Et de ce point de vue-là, en Europe, il y a des règlements qui prévoient l'arrêt de vente pour 2035. Donc c'est à la fois convertir la production d'énergie pour qu'elle soit décarbonée et la production de biens qui eux-mêmes sont décarbonés au sens où ils n'utilisent plus d'énergie fossile. Alors je vais faire réagir nos deux autres intervenants à ces mécanismes économiques, en commençant par vous, Alain Grandjean, sur cette définition de sobriété qui vous a semblé vraiment importante aussi dans ce rapport. Mais d'abord, je trouve que le rapport est vraiment intéressant et que c'est essentiel d'avoir cette contribution dans le débat actuel, et essentiel aussi d'avoir mis le zoom sur ces trois leviers. Je ne vais pas faire l'exégèse des trois parce qu'on n'a pas le temps, mais sur la sobriété, moi je voulais juste faire 2 ou 3 commentaires. Le premier, c'est qu'elle est souvent associée à un effort individuel. C'est un comportement de quelqu'un qui fait un effort. Sauf que pour que cette sobriété-là, qui est bien de l'ordre du comportement et pas de l'ordre de l'efficacité des procédés, ne soit pas de la privation, il faut investir. Ça, c'est ma première remarque. Donc là, on parle de sobriété structurelle, par exemple. C'est extrêmement dur d'être sobre dans un urbanisme qui est fait pour la voiture. Bon, ça, c'est quand même vraiment une évidence. Donc, il y a des horizons de temps et de déploiement d'investissement qui sont évidemment pas les mêmes. L'urbanisme, c'est très long. Le remplacement de la chaudière, c'est plus rapide. Deuxièmement, il faut jamais opposer, c'est ma deuxième remarque, technologie et sobriété. Souvent, on a tendance à dire ça, il y a la voie de la technique, de l'innovation, puis il y a la voie de la sobriété. Je pense que c'est vraiment très farfelu. Je prends juste un exemple pour me faire comprendre. Si vous êtes dans un logement dans lequel il y a une technique de thermostat intelligent qui vous permet de piloter la température de chacune des pièces, c'est beaucoup plus facile d'être sobre sans se priver que si vous n'avez pas cet outil qui peut être assez technologique. Hein, ça peut passer par un smartphone, etc. Ma troisième remarque est plus générale, plus globale. J'invite, là, c'est quasiment une invitation à initier une politique économique de la sobriété. Je pense que la sobriété, c'est pas un supplément d'âme par rapport à une politique de l'offre, hein, qui est une des grandes natures de politique qui est employée par les autorités. C'est pas non plus la politique de la demande, la fameuse politique keynésienne historique. C'est tout à fait nouveau. Et je pense que là, il y a encore du travail. C'est-à-dire, je n'ai pas vu dans le rapport, mais le rapport est long et riche, donc je suis pas du tout sûr d'avoir tout lu. Cette thématique-là, juste pour un point, par exemple, qui me paraît essentiel, qui est évoqué, mais qui est quand même complètement central, c'est qu'une politique de l'offre, une politique de la compétitivité, ça joue sur le commerce international de manière assez traditionnelle. Là, on voit bien que du point de vue de la souveraineté de chacun de nos pays, notre dépendance terrible aux énergies fossiles importées, c'est pas la peine de développer. Une politique de sobriété, elle a un avantage en macroéconomique qui est très significatif, et je pense qu'il faut donc bien le réfléchir. Je suis pas sûr, même je suis à peu près sûr du contraire, que nos modèles macroéconomiques traditionnels ne prennent pas ça bien en considération. Voilà quelques remarques juste pour avancer ça. Voilà. Alors, je vais faire réagir tout à l'heure Selma Mahfouz, mais qu'est-ce que vous entendez concrètement par politique économique de la sobriété? Ça veut dire que tous les plans d'action, les lois de finances, etc., seraient totalement orientés sobriété? Ça veut dire que quand vous faites une politique de l'offre, vous dites tous mes instruments de politique économique doivent améliorer l'offre, donc améliorer sa compétitivité. Bon, c'est une politique très connue. On baisse les charges sociales, on baisse les prélèvements sur les entreprises et on baisse, si possible, le coût des services publics, hein, et des prestations sociales. Ça, c'est une politique de l'offre. Une politique de la sobriété, c'est une politique qui met la sobriété au centre du jeu de la réflexion économique et qui instrumente et qui utilise les divers leviers, les divers instruments de la politique économique à ce service. Je pense qu'il faut vraiment
moi, j'étais assez choqué, pour être franc, et ça n'a aucun rapport avec le rapport, pour le coup. J'ai été assez choqué par l'idée qu'on faisait une accélération des ENR, une accélération du nucléaire. Euh, Ça, c'est des politiques d'accélération de l'offre d'énergie, et on fait de la sobriété un, un plan. Il y a le plan 1, il y a le plan 2, mais qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques d'obligation et de politique très significative. Je pense que la raison, c'est que on en a peur. Sauf que moi, j'ai beaucoup plus peur des privations qui vont arriver demain matin, des privations de liberté, des privations diverses et variées qui vont nous arriver du fait des drames climatiques qui vont se passer, euh, d'être empêché de rouler à 130 sur l'autoroute. Moi, ça me pose aucun problème de rouler à 110. Voilà. Très bien. Alors, je ferai réagir dans un instant Selma Mahfouz, mais je vais continuer avec vous, Louise Kessler, aussi pour réagir à ce qui vient d'être présenté aussi, ces trois mécanismes économiques où on voit bien la nécessité d'accélérer la transition. D'ailleurs, j'ai eu un commentaire entre-temps de Nourdine Saïd qui dit Nicolas Stern avait bien prévu dans son rapport ce qui arrive en ce moment avec un coût d'abattement atteignant 100% du PIB vers 2050. Voilà, c'est pour le commentaire et n'hésitez pas à poser vos questions en ligne dans le chat. Et donc voilà, cette nécessité d'accélérer et de déployer des investissements, comme on le voit, et de le faire ça rapidement, Louise. C'est bien ça. Donc, ce rapport était très efficace pour imposer dans le débat l'idée qu'il va falloir déclencher des volumes d'investissement climat très importants et qu'il va falloir les déclencher vite. Donc, dans le rapport, le montant des investissements climat additionnels d'ici 2030, c'est autour de 66 milliards d'euros par an. Alors ça, c'est un travail qu'on fait chez I4C depuis plusieurs années, cette estimation des besoins d'investissement climat. Alors le chiffre qui est actuel, notre chiffre actuel à I4C est un peu inférieur. Mais cette différence s'explique par des choix méthodologiques, notamment la période considérée. Donc chez I4C, nous on regarde la moyenne sur 2021-2030, alors que votre chiffre c'est à l'horizon 2030. Chez I4C, on utilise la différence par rapport aux investissements climat enregistrés en 2021, alors que pour vous, vous utilisez un scénario contrefactuel. Enfin bon. Et également, dans votre scénario, les chiffres prennent en compte le retard d'investissement sur la SNBC, le retard d'investissement accumulé, et actent un rattrapage. Alors, donc, on est grosso modo autour du même chiffre, mais je pense que vous serez d'accord sur le fait qu'il y a quand même une marge d'incertitude autour de ce chiffre de 66 milliards. Notamment, il y a la question de la sobriété, donc, comme vous l'avez rappelé, Alain. Donc, effectivement, la sobriété, si elle arrive à se diffuser dans la population, coûtera a priori moins cher que l'efficacité énergétique. Elle-même coûtera moins cher que le maintien de la production à son niveau actuel et la décarbonation de l'énergie. Donc, voilà, il y a tous ces choix qui vont avoir un impact, in fine, sur le volume d'investissement climat à déclencher. Par exemple, on le voit avec l'exemple de la construction neuve. Donc, dans les scénarios de l'ADEME Transition 2050, il y a 4 scénarios de l'ADEME qui tous atteignent zéro émission nette en 2050. Les deux premiers, donc surtout le premier, est vraiment axé sobriété, le deuxième également. Et il y a une division par 3 des constructions neuves dans ces deux scénarios par rapport au niveau actuel. Donc c'est considérable. Mais aujourd'hui, on ne sait pas comment arriver à cette division par 3 de la construction neuve. Également la question, vous l'avez dit, de la réorientation des investissements bruns vers les investissements verts. Donc ça, il y a également une question du phasage des investissements. Si on n'anticipe pas tout de suite les investissements à déclencher, il y a le risque qu'on poursuive des investissements bruns dans une phase de transition et qu'ensuite ce soit des actifs échoués. Donc ça aura un coût supérieur. Donc par exemple, si aujourd'hui, lorsqu'on fait la rénovation énergétique d'un bâtiment, on ne vise pas tout de suite une rénovation globale ambitieuse BBC, eh bien, a priori, il faudra de nouveau rénover ce bâtiment entre aujourd'hui et 2050, donc ce qui viendra avec un coût additionnel. Et enfin, il y a également la question de l'ampleur de la réindustrialisation sur le territoire. Est-ce qu'on va réussir à déployer des industries climat sur le territoire français, donc par exemple les batteries, l'hydrogène? Mais bon, comme je disais, donc l'ordre de grandeur est le bon, on est autour de 65-66 milliards d'euros. D'ailleurs, ça correspond à une estimation, l'étalon qui est un peu utilisé, qui est le 2 points de PIB. Donc 2 points de PIB par rapport à aujourd'hui, ça fait 52 milliards d'euros, donc on n'est pas très loin. Et juste pour compléter le débat, en fait, rappelons que ces investissements qui sont quantifiés dans le rapport, ce sont des investissements pour l'atténuation. Ils ne couvrent pas les investissements pour l'adaptation. Donc chez I4C, on a commencé à entreprendre des travaux sur l'adaptation. Et on a sorti une étude l'année dernière qui identifie une liste de 18 mesures budgétaires qui peuvent être prises d'emblée et de façon sans regret. Et celle-ci implique une enveloppe publique additionnelle de 2,3 milliards d'euros par an. Et ça, ce n'est que le début, ce n'est que la première phase. Donc c'est par exemple des enveloppes pour des actions ciblées sur des points critiques des réseaux de transport. Ce sont des enveloppes pour accompagner les territoires, notamment les territoires de montagne, qui font face à des défis importants en termes d'adaptation. Et donc ces mesures ne sont que la première étape. Et ensuite, pour avoir une idée un peu du montant d'investissement d'adaptation
qui seront nécessaires. Il faut vraiment, là, il faudra se poser la question des arbitrages à faire, par exemple vis-à-vis des zones où il y a les actifs les plus exposés au changement climatique. Oui, et typiquement, de toute façon, l'adaptation, j'allais dire, je crois qu'on sait tous qu'on y est. Donc, il va falloir faire des choix. Et donc, on peut trouver, j'imagine, tout en détail sur toutes ces mesures, évidemment, quand on regarde du côté du site d'i4C. Alors, ce qui est bien, c'est que je commence déjà à avoir des questions. Vous anticipez beaucoup sur des sujets qu'on va aborder un peu après. Notamment, on va en arriver à une question d'arbitrage démocratique et juste. Vous voyez, parce qu'on va parler évidemment aussi de transition juste dans ces sujets-là. Donc, vous voyez, des questions qui commencent déjà à pousser. Mais peut-être que Selma Mahfouz voulait peut-être réagir à la fois ce que disait Alain Grandjean, cette politique économique de la sobriété qui, selon lui, devrait être mise en avant. Un peu et aussi les premiers commentaires de Louise sur notamment les estimations du montant. Oui, peut-être pour expliquer comment on a chiffré ce montant d'investissement, parce que je pense que c'est quand même effectivement, c'est un des apports du rapport d'avoir posé le sujet de ce besoin d'investissement dans le débat public. Et en fait, ce qu'on a fait, on a bénéficié du timing qui est, d'un contexte qui est celui de la création du secrétariat général à la planification écologique d'un côté, et celui de la préparation de la nouvelle stratégie nationale bas carbone, la SNBC 3, de l'autre. Et donc, dans ce contexte, et cette nouvelle SNBC qui vise vraiment à permettre d'être sur les rails, de mettre en place les mesures nécessaires pour faire les objectifs de réduction des émissions à l'horizon 2030 auquel la France s'est engagée dans le cadre européen. Ça veut dire globalement à peu près 150 millions de tonnes de réduction de nos émissions entre aujourd'hui et 2030. Et ce qu'on a fait donc avec toutes les directions d'administration, les instituts i4C, la Banque de France, avec tous les organismes compétents en la matière, c'est d'abord de voir comment cette baisse des émissions pouvait être répartie dans les principaux secteurs émetteurs, donc le transport, à peu près 50 millions de tonnes environ, le résidentiel, autour de 40-50 aussi, l'industrie, la production d'énergie, sachant qu'en France, on a cette spécificité d'être déjà assez avancé dans la décarbonation de la production d'énergie grâce au nucléaire et dans celle de l'industrie. Donc on aborde la décarbonation de secteurs qui sont probablement plus difficiles et plus coûteux à décarboner que l'industrie où les coûts d'abattement sont plus faibles. Donc on a, avec tous les experts du ministère de la Transition écologique et d'ailleurs, identifié donc ce qui était envisageable dans chacun des secteurs pour faire ces objectifs. Donc nous, on n'a pas du tout remis en cause la faisabilité de ces objectifs. C'est important à préciser. Et dans chaque secteur, on leur a demandé c'est quoi les gros leviers. Et les leviers, c'est les mesures. C'est-à-dire, c'est pas on va réduire de temps la consommation d'énergie, parce que ça se fait pas tout seul. C'est quelles mesures de politique publique vont permettre, parce qu'en fait, l'objectif, c'était d'évaluer les besoins d'investissement, mais aussi les effets économiques. Et pour évaluer les effets économiques d'une politique, il faut connaître les détails de cette politique. Quand on évalue les effets économiques d'une baisse de l'impôt sur le revenu, il faut qu'on sache qui ça concerne, le changement du barème, etc. Or, dans le domaine de la transition de la transition énergétique, en partie parce que pendant longtemps, les économistes et les politiques ont un petit peu mis l'accent sur la taxation du carbone. Et la taxe carbone, c'était une politique, c'est un outil, et on sait simuler les effets. Et c'était le cas de la SNBC2 avant qu'elle soit gelée. Mais à partir du moment où on n'a plus une politique qui repose uniquement ou principalement sur une taxe carbone, même si on a des marchés de quotas au niveau européen, il faut bien définir quelles politiques vont permettre de faire les évolutions. Donc nous, on a vraiment insisté là-dessus. Ça nous a permis, dans chaque secteur, d'identifier les gros leviers, ce qu'on a appelé les gros objets. Donc dans le résidentiel, par exemple, c'est le remplacement de 3 millions de chaudières au fioul par des pompes à chaleur. Ces pompes à chaleur, elles sont plus chères que des chaudières au gaz ou des chaudières au fioul. Et donc on a calculé année par année combien le surcoût, combien ça... Et donc ce qu'on a, le besoin d'investissement supplémentaire lié au remplacement des chaudières au fioul, dont l'installation est interdite depuis cet été, par des pompes à chaleur qui sont pour l'instant plus chères, ça nous a donné 3 milliards d'euros à horizon 2030 par an. Pareil, on a dit, imaginons que pour les chaudières au gaz, le gouvernement décide d'interdire l'installation de nouvelles chaudières au gaz. Il y en a à peu près 12 millions aujourd'hui.
elles arrivent en fin de vie. Bon, normalement, il y en a à peu près un quart qui arrivera en fin de vie d'ici 2030. Si on remplace ce quart de 12 millions par des pompes à chaleur, ça fait à nouveau 3 milliards d'euros. Et puis, il y a l'isolation des passoires, au moins les passoires thermiques qui sont chauffées au fioul et au gaz. Au moment où on change donc c'est 3 millions de passoires thermiques sur 5 millions de passoires. Si on isole au moins celle-là et au moins en catégorie C, voilà ce que ça donne. Ça fait 15 milliards. Donc, on a chiffré ça comme ça. Et donc, on arrive à 3 plus 3 plus 15, 21 milliards pour le secteur résidentiel. Pareil pour l'isolation des bureaux. Et puis, pareil pour les véhicules électriques que les ménages doivent acheter, qui sont plus chers. Alors évidemment, là, c'est plus compliqué et c'est là qu'on va parler de sobriété. C'est-à-dire que les véhicules électriques, si en même temps, les ménages, et c'est des hypothèses qu'on fait, parce que c'est des hypothèses réalistes, que les ménages vont aussi se tourner plus vers d'autres modes de transport que la voiture. Donc ça, c'est vraiment des changements de comportement et ça relève de la sobriété, le report vers d'autres modes de transport. Ça suppose des investissements, complètement d'accord avec ce qu'a dit Alain Grandjean. Ça suppose de construire des pistes cyclables, ça suppose de construire et on a chiffré les besoins d'investissement, enfin avec l'I4C d'ailleurs, les besoins d'investissement en pistes cyclables et en transport en commun nécessaires. Mais si les ménages font ça, ils vont peut-être au total acheter moins de voitures. Elles seront plus électriques, mais moins de voitures que si il n'y avait pas eu de transition. Donc au total, ils achètent des voitures électriques plus chères, mais comme au total ils achètent moins de voitures, peut-être qu'ils dépenseront moins en achat de véhicules. Donc voilà. Donc on a fait ça vraiment à un niveau assez, sur les gros objets, mais à un niveau quand même assez granulaire, et c'est ce qui donne le 66 milliards. Alors, comment est-ce que la sobriété rentre là-dedans et qu'est-ce qui nous fait dire qu'à l'horizon 2030, il y a à peu près 15% de la réduction des émissions qui viendront de la sobriété? C'est pas du tout normatif. C'est pas qu'on souhaite pas qu'il y en ait plus ou qu'on pense que ça soit pas possible. C'est simplement que quand on identifie les gros leviers, en fait, dans beaucoup de secteurs, c'est pas tellement de la sobriété qui va... Il y en a dans le transport, du report modal, mais par exemple... Dire que la construction neuve va baisser, que le taux de logement vacant va baisser, que le taux de résidence secondaire va diminuer, que les gens vont se serrer davantage dans les logements, s'il n'y a pas de politique publique qui impulse ça, nous, ça nous paraissait pas encore complètement acquis. Et sur la sobriété simplement, oui, tout à fait d'accord, c'est de l'offre et de la demande. La sobriété relève aussi d'une organisation de l'espace, de la nature de l'offre, si les biens sont recyclables, sont plus renouvelables. Donc il y a vraiment et c'est pas du tout incompatible avec la technologie. D'accord avec ça. Oui, bien au contraire. Alors vous avez commencé à l'évoquer, je peux commencer par vous et peut-être faire réagir aussi Alain Grandjean et Louise Kessler, puisque vous avez parlé typiquement d'investir par exemple dans des pompes à chaleur plutôt que des chaudières à gaz. Donc il y a dans vos solutions de financement, évidemment, il y a un redéploiement des fameuses dépenses publiques et vous avez commencé à l'évoquer, mais pas seulement. Il y a aussi alors la question de l'endettement et la question de la dette aussi qui est mise en avant et les uns les autres vous pourrez réagir. Oui, alors très vite, c'est 66 milliards dont j'ai expliqué comment ils étaient calculés, avec évidemment des incertitudes. On peut faire des hypothèses différentes sur le coût de la pompe à chaleur, sur la vitesse à laquelle on fait tout ça, sur ce qu'on aurait fait en l'absence de transition. Mais tout ça, on a essayé d'être aussi transparent que possible. Et l'ordre de grandeur, comme l'a dit Louise Kessler, est probablement relativement consensuel. Mais ces 66 milliards, c'est des investissements de la part des entreprises, de la part de l'État pour isoler les écoles et de la part des ménages. Donc c'est total, c'est public et privé. Donc une première étape, ça a été de dire, dans ces 60 à 70 milliards, quelle est la part publique, quelle est la part privée. Et là, c'est pareil, on n'est pas parti de façon normative, enfin pas trop. On s'est dit deux choses. On s'est dit d'abord, on a fait ça ligne à ligne. L'isolation, la rénovation des écoles, des bâtiments publics, a priori, c'est plutôt public. On a mis ça dans la part publique, même si on peut en débattre. Et la rénovation des bureaux, on a mis ça dans du tertiaire privé, on a mis ça dans le privé, financement privé. Et puis, il y a les ménages. Et alors, pour les ménages, effectivement, la question, c'est jusqu'à quel point il va falloir aider les ménages à acheter des pompes à chaleur plus chères, des véhicules électriques plus chers. Il y a déjà des aides qui existent, la prime rénov', le bonus écologique, la prime à la conversion. Nous, on a fait un petit calcul très simple qui montre que le coût d'un véhicule électrique d'une part et d'une rénovation et changement de chauffage d'un ménage d'autre part, c'est à chaque fois 1 an de revenu moyen
d'un ménage de la classe moyenne. Ouais. C'est 2 ans pour chaque fois, 2 ans, donc 2 plus 2 égale 4, pour un ménage des premiers déciles, les ménages les plus modestes. Et ça, nous a conduit à dire que si les gens ne pouvaient pas financer ces alternatives, qui n'étaient pas immédiatement rentables, on peut espérer que ça leur fera faire des économies d'énergie, mais enfin à court terme, c'est pas immédiatement productif. Ça allait être compliqué. Donc effectivement, on a une part publique qui est non négligeable pour accompagner les ménages pour des raisons d'équité. Et après, une fois qu'on a dit la moitié du coût de ces 65 milliards va être à peu près public, donc à peu près 35 milliards de besoins de financement public, à peu près 1 point de PIB, c'est beaucoup, c'est 1 milliard, enfin c'est par an, donc c'est pas non plus 10 points de PIB, enfin voilà, c'est après, là, se pose la question de comment on le finance. Exactement. Alors, comment on finance? Il n'y a pas 40 000 solutions, c'est l'arithmétique têtue des finances publiques. Soit on redéploie des dépenses ou des recettes existantes, et c'est la meilleure solution, évidemment. Compte tenu du niveau d'endettement, de déficit et de prélèvement obligatoire de la France. Parmi ces dépenses qu'on peut redéployer, il y a tout ce qui est dépenses budgétaires ou fiscales brunes, qui sont de plus de 10 milliards rien que pour l'État, sans compter les collectivités locales. Donc c'est considérable. Et c'est vraiment des choses qu'on devrait arrêter et qu'on va être amené à arrêter si vraiment on sort des énergies fossiles. Donc ça, c'est clairement la meilleure solution. On n'est pas complètement sûr qu'à l'horizon 2030, on arrive à financer les 30 milliards ou le point de PIB nécessaire uniquement comme ça. Et on dit que dans ce cas-là, il y a 2 autres solutions qui sont l'endettement, qui n'est pas forcément à exclure, même si on a un endettement élevé, parce qu'on a un mur de financement à financer et que d'une certaine façon, ensuite, on a des investissements qui à terme peuvent être rentables et de toute façon qu'on doit faire. Donc si on veut faire nos objectifs 2030 de réduction des émissions, et aussi une hausse temporaire potentiellement des prélèvements obligatoires. Et pour des raisons d'équité, on suggère une hausse des prélèvements obligatoires sur le patrimoine financier des 10% les plus aisés. Et là, c'est vrai qu'il y a eu quelques commentaires sur ce point-là. C'est la question de revoir l'allocation aussi de ces fameuses dépenses et entre les enjeux aussi de transition juste. Alors, ce que je propose, c'est de faire réagir aussi nos autres intervenants et vous pourrez commenter. Alain Grandjean, sur ces solutions de financement. Alors, d'une part, ce que j'ai apprécié dans le rapport, c'est le fait qu'il y ait une priorité qui est clairement affichée et tenue. C'est peut-être pas la peine de refaire un cours sur le changement climatique, mais c'est chaque année compte, chaque demi-année compte, et chaque tonne de CO2 non injectée dans l'atmosphère est gagnée. Donc on est dans pour moi, la meilleure analogie, c'est vraiment la guerre. Je suis désolé, pas du point de vue de la politique publique, parce on n'a pas du tout les leviers de mobilisation qu'on pourrait avoir en période de guerre, mais en termes d'urgence et d'intensité de l'effort. Bon, c'est pas ce qu'ont fait les États-Unis pendant la guerre de 40, où c'est 30% du PIB qui a été transformé. Donc on n'en est pas tout à fait là, mais il y a quand même la même idée qu'il y a une priorité devant laquelle il ne faut pas faiblir, et où on a déjà pris beaucoup de retard, tout le monde le sait. Donc ça, j'ai bien apprécié, c'est pas dit dans ces termes-là, mais j'ai bien apprécié que ce soit posé comme ça. Et du coup, moi, j'ai pas tellement d'état d'âme, c'est-à-dire que à partir du moment où le redéploiement est un exercice extrêmement difficile, parce qu'il y a plein de lobbies, il y a des raisons pour lesquelles il y a ces aides-là. Donc décréter du haut d'une chaise, ce qui n'a pas été fait par les rapporteurs et le président, déclarer du haut de sa chaise que voilà, on va supprimer tout ça demain matin. Je pense que c'est un peu trop facile. C'est pas ça qui va se passer. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va être un peu lent, laborieux, et de la même manière dire il faudrait être efficace. Donc attention à ne pas faire du brun et du vert. Bah ouais, peut-être en théorie, mais en pratique, il y aura ça. En pratique, il y aura des échecs dans la rénovation, il y aura des coups échoués dans l'industrie. Moi, je suis industriel depuis des années, je suis entrepreneur. Ça se saurait si on était tous des gens parfaits. Il y a un jeu d'essais-erreurs. Donc mettre les investissements climatiques auxquels il faut évidemment rajouter, et on est loin du compte, ceux qui sont relatifs à l'adaptation me paraît de bonne politique. Ensuite, deuxièmement, ne pas dramatiser
avec des calculs, hein, c'est pas du coup un travail idéologique qui a été fait, c'est un calcul économique et financier très sérieux. Ne pas dramatiser l'augmentation de la dette qui serait due à ça. Je pense aussi que c'est extrêmement important dans le débat public où le simplisme et l'idéologie remplacent très très souvent la réflexion. Hein. Bon, troisièmement, j'ai évidemment une petite déception dans le rapport parce que il y a quand même un sujet de fond et qui n'est pas la notation par les agences financières de l'État français, parce que ça, je pense que c'est pas vraiment un sujet de fond. Non, le sujet de fond, c'est la discussion avec nos partenaires européens. Euh, Parce que il faut jamais oublier que les règles budgétaires européennes sont en train de sortir de leur période d'exception, hein, post-Covid. Donc on va rentrer très probablement dans une période de sortie des dérogations, hein, et donc de déficit excessif, petit 1. Et petit 2, les facilités reprise résilience vont s'arrêter en 2026. Donc je pense qu'il y a une négociation européenne extrêmement importante à mettre sur la table. Je comprends que c'était pas le mandat de la Commission, donc il n'y a pas de proposition. Le sujet est évoqué, hein, je discute pas de ça, mais quand même c'est le sujet central et j'aimerais vraiment pas, moi à titre personnel, qu'on balaye le sujet d'un revers de la main en disant ah bah attendez, on peut pas s'endetter plus parce que nos voisins veulent pas. Bah je suis pas du tout d'accord. Le climat est une cause commune européenne tout à fait aussi importante quand on raisonne en termes d'énergie fossile et de coûts de l'inaction, est tout à fait aussi important que ce qu'on vit en ce moment. Et donc, ça nécessite des négociations extrêmement sérieuses. Et après, nous dire que la France est un mauvais élève pour tout un tas de raisons, enfin bref, la culpabilité habituelle, me semble pas non plus suffisant comme argumentation. Donc, je remercie ce rapport d'avoir osé proposer ce type de mesures, petit 1, et je pense qu'il faut appeler maintenant à des réflexions collectives. C'est pas trop tard. Hein. Il va y avoir des discussions au Parlement européen sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Et même si la proposition de la Commission européenne est très très mauvaise, pas de raison pour baisser les bras. Alors, je vais faire réagir dans un instant Salma Mahfouz, mais je continue le tour de table, surtout que j'ai des questions aussi qui arrivent. Hein. Vous suivez tout ça attentivement et vous avez beaucoup de questions à poser aussi à nos intervenants. Donc, Louise, pour commenter déjà ce qui a été dit, puis voir peut-être s'il y a aussi d'autres leviers, pourquoi pas aussi à explorer. Hein. Louise Kessler. Donc j'ai trouvé très intéressant de voir que les principaux commentaires à la sortie du rapport ne portaient pas sur le chiffre de 35 milliards de dépenses publiques additionnelles par an, mais sur la façon de les financer. Donc je crois qu'il y a un consensus autour de la nécessité de dépenser plus pour le climat. D'ailleurs, le 35 milliards, vous l'avez dit, c'est 50% des investissements et c'est aussi ça correspond à la répartition historique des financements publics par rapport aux investissements totaux. Alors sur les 3 leviers, peut-être quelques réactions sur les 3 leviers présentés dans le rapport. Donc le redéploiement des dépenses publiques, vous avez mentionné, des dépenses brunes. Donc on a fait une étude qui est sortie l'année dernière qui a chiffré les dépenses fiscales défavorables au climat. Donc dans le rapport du budget vert du gouvernement sur le PLF 2022, ils annonçaient 7,6 milliards d'euros par an de dépenses fiscales défavorables au climat. On a repris un peu on a passé au crible ces dépenses et en fait, en utilisant des choix méthodologiques différents, on est arrivé, nous, à plus de 19 milliards d'euros de dépenses fiscales. Donc 19 milliards sur 35 milliards, 30 milliards, c'est pas mal. Seulement, les réformes ne sont pas simples, donc, parce qu'en fait, ces niches fiscales répondent à des objectifs de compétitivité, de réduction des inégalités, et d'ailleurs, on le voit avec le serpent de mer, qui est la réforme du gazole non routier, qui pourrait représenter près d'1 milliard d'euros par an de recettes fiscales additionnelles, mais qui se heurte à la résistance du secteur du BTP et qui est constamment reportée. Alors, le deuxième levier qui est mentionné, c'est l'augmentation de la dette, comme vous disiez. Alors, là encore, tout à fait d'accord. Il y a une vraie question de la possibilité, donc au niveau UE, aujourd'hui, la possibilité d'une nouvelle émission de dette commune a été écartée par la Commission, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à pousser en ce sens. Et après, au niveau national, je crois qu'il y avait un sondage récent des Échos, selon lequel il y avait 3 Français sur 4 qui jugeaient qu'il était urgent de réduire la dette publique et qui refusaient que le pays s'endette davantage pour financer la transition écologique. Alors je pense que ces obstacles ne sont pas insurmontables. Je pense qu'en présentant les options possibles, potentiellement on peut arriver à convaincre plus de personnes. Oui, parce que d'emblée, Bruno Le Maire a dit non, ça c'est pas vraiment, pas question d'aller là-dedans. Mais bon, voilà. Le troisième levier qui était mentionné, c'est l'augmentation des prélèvements obligatoires. Donc moi, j'étais ravie de voir cette proposition concrète dans le rapport, qui a entraîné un débat extrêmement nourri sur la question du financement. Alors, je trouve que cette taxe, elle répond à 2 enjeux essentiels de la transition. Donc déjà, elle répond à l'enjeu de transition pour tous, de partage de l'effort de la transition. Un partage qui est dans les faits, et un partage aussi également qui est dans la perception, qui est perçu. Et en plus, elle permettra de fournir des dépenses publiques additionnelles de l'ordre de 5 milliards d'euros par an, ce qui n'est pas négligeable.
Alors, j'ai juste 2 réserves sur cette proposition. La première, je trouve ça dommage qu'elle ne comporte pas une dimension incitative. Parce que normalement, une taxe carbone, on perd là le côté... Une taxe carbone, ça vient avec un double dividende, c'est-à-dire qu'à la fois, on réduit les émissions et on récupère des recettes fiscales. Donc, je me demande s'il ne faudrait pas voir s'il n'y a pas la possibilité de trouver une taxe qui reposerait surtout sur les ménages aisés, donc qui maintiennent un peu, qui répondent aussi à cet impératif de transition pour tous, d'équité, mais qui fournirait également un signal prix qui entraînerait une réduction des émissions et qui rapporterait à peu près le montant. Je ne sais pas si c'est possible. Et alors, je trouvais ça aussi, j'aurais aimé voir dans le rapport, mais ce sera peut-être pour la suite, en fait, vraiment une mise sur la table des différentes options en termes de fiscalité et vraiment une comparaison des avantages et des inconvénients de chacune. Donc, par exemple, les taxes sur les transactions financières ou une taxe sur les entreprises les plus émettrices de gaz à effet de serre, les taxes sur l'aviation et le transport maritime. Alors, pour ce qui est des autres leviers qui pourraient être explorés pour financer pour déclencher ces investissements climat. Donc, je pense qu'il y a le levier réglementaire qui est un peu sous-estimé pour canaliser les financements privés. Et nous, on a travaillé sur le bonus-malus. Et en fait, on a vu, donc, au niveau européen, en 2021, il y a eu l'introduction de standards européens sur l'efficience de vente de véhicules. C'est-à-dire, concrètement, il y avait une obligation pour les constructeurs automobiles de réduire les émissions moyennes de leur vente de véhicules neufs dans l'Union européenne, et ceux qui faillissent à cette obligation se font infliger une amende. Et en fait, on a vu que ce standard a eu un effet bien plus net sur les ventes de véhicules électriques en France que le système du bonus automobile. Et d'ailleurs, techniquement, au fur et à mesure qu'on s'approche du budget carbone qui est compatible avec l'objectif de 1,5 ou 2 degrés, concrètement, on devrait plus s'orienter vers plus d'interdictions pour ne pas justement prendre le risque de dépasser le budget avec d'autres types de mesures. Après, il y a un autre levier potentiel qui est l'amélioration de l'efficacité de la dépense publique. Donc, ce qu'on pousse chez I4C, c'est la généralisation des études ex-ante et ex-post. Donc ça, c'est vraiment pour s'assurer que les euros publics, les chers euros publics, soient dépensés le mieux possible. C'est vraiment au moment où le barème du bonus-malus est présenté aux parlementaires ou est décidé, au moment où le barème de ma prime rénov est décidé, eh bien, il y a une évaluation, une analyse ex-ante qui permettent vraiment d'identifier, d'avoir une idée assez précise de l'effet sur les ventes de véhicules, de l'effet sur les rénovations. Il y a une autre piste qui pourrait être explorée, sur laquelle on travaille en ce moment sur un projet, mais on n'a pas encore de résultat définitif, c'est revoir l'allocation des dépenses publiques entre les catégories de ménages. Donc, est-ce que éventuellement, donc plutôt qu'un ISFR qui a provoqué un débat très animé, potentiellement voir s'il n'y a pas des aides qui peuvent être recentrées sur les ménages modestes et les classes populaires, vers ceux qui en ont le plus besoin, au détriment potentiellement des ménages les plus aisés, quitte à mettre une réglementation ou un autre instrument qui assure quand même que les ménages aisés fassent les investissements nécessaires à la transition. Et enfin, alors j'ai vu récemment dans le débat des propositions qui ont été faites, notamment celle de Rexecode, qui proposait de renforcer le rôle de l'État comme garant pour canaliser les financements privés. Et donc je crois qu'il proposait de créer un fonds d'investissement à capital garanti ou de créer des placements de très long terme en faveur de la transition et qui seraient transmissibles sans droit de mutation. Voilà. Il y a beaucoup de choses et on voit que I4C travaille efficacement à tous ces sujets-là. Justement, je vais peut-être vous faire réagir. Alors, on va commencer d'abord peut-être par la question européenne, pour répondre, Selma Mahfouz, à ce que disait Alain Grandjean sur l'articulation justement entre politique européenne et politique nationale, on va dire, sur ces sujets-là. Oui, c'est clair qu'il y a un débat à porter au niveau européen. Qu'on a commencé à avoir ces discussions. C'est clair que la France, comme vous l'avez dit, n'est pas la mieux placée pour initier ce débat au niveau européen, mais qui devra avoir lieu. Donc c'est à l'agenda. Alain Grandjean demande un... Oui, pardon, je ne vous voyais pas. Je regardais, comme vous êtes de côté, je regardais Selma. Mais allez-y, Alain Grandjean, évidemment. Non, parce que moi je pense que la France a une position de leadership sur la question climatique. Je pense que la Grande-Bretagne est en train de la perdre, et puis en plus elle n'est plus dans l'Union européenne. Donc je pense que le côté très culpabilisant en permanence du fait que on maîtrise pas tout à fait assez bien nos budgets, c'est une chose, mais l'autre chose c'est que là avec sans fausse modestie, on est en avance. Pour pas dire qu'on a résolu le problème, mais on est en avance sur ces sujets-là. Je pense que si on fait un sondage d'opinion auprès des 27 pays de l'Union européenne, et si on demande aux dirigeants quel est le plan d'investissement que vous devez
réalisé pour tenir les objectifs du 1,5 et du 2 degrés, je pense qu'on serait très surpris de l'état de non-avancement de plein de pays. Donc je pense que ce leadership nous oblige quand même à mettre les choses sur la table, sinon ça va être très très problématique. Merci à vous. On enchaîne sur plutôt la question, voilà, les sujets qui ont été abordés, la question de niche fiscale aussi qui a été évoquée, la possibilité de bonus-malus, hein, dont parlait Louise Kessler. Oui. Sur ces questions-là, c'est clair que j'ai parlé de redéploiement des dépenses brunes. Mais il y a aussi le redéploiement des dépenses non brunes, y compris des dépenses vertes. Et c'est quelque chose qu'on mentionne, et je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Louise Kessler. Même dans les dépenses vertes, c'est-à-dire MaPrimeRénov' ou le bonus-malus, il faut qu'il soit efficace par rapport aux priorités. Et typiquement, alors MaPrimeRénov', c'est pas les seules aides en faveur de la transition. On a une TVA à taux réduit pour les travaux de rénovation énergétique à taux de 5,5% qui coûte plusieurs milliards. Si la priorité, parce que c'est ce qui réduit le plus les émissions, c'est de sortir du gaz et du fioul, il faut peut-être penser ces dispositifs de façon plus articulée sur les gros objets, comme je disais. Donc on voit bien que même au sein des dispositifs existants, il y a probablement effectivement de l'amélioration. Il y a la question du ciblage sur quel ménage. Quel ménage on aide? Est-ce qu'on aide tous les ménages? Est-ce que c'est ça qui est efficace? Donc, d'ailleurs, il y a une question, je vous interromps, de Gopam Pregassam, mais qui met en avant ce que vous dites. S'agissant de logement, l'État a mis en place différents leviers. Il évoque le soutien de l'ANAL et ses 2 œufs afin de tendre vers un logement moins énergivore. Toutefois, il semblerait que le déploiement du dispositif soit inefficace. J'allais dire, la rénovation énergétique, c'est un peu un serpent de mer. Donc, comment s'assurer de l'efficience au niveau terrain de la politique de transition énergétique? Vaste question. C'est une bonne question. Mais là encore, je pense que si il y a des problèmes de déploiement, de compétences, effectivement, de capacité d'accompagnement des opérateurs. C'est des petites structures, donc il y a effectivement toute une structuration de l'offre qui est loin d'être acquise. Et ça, c'est vrai qu'il y a un rôle. Alors, il y a mon accompagnateur Rénov', l'État essaye de structurer tout ça. Ça peut prendre un peu de temps, ça peut ralentir le processus, effectivement, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire les choses de façon précipitée. Mais là, c'est vraiment au niveau du déploiement pratique. Il y a aussi la forme des aides au niveau des dépenses publiques qui peuvent être revues. Il y a aussi ce qu'a dit Louise Kessler, hein, dans le partage public-privé, la question de est-ce que l'État doit subventionner les ménages, donc est-ce que ça doit être des aides financières ou est-ce que ça doit être des prêts garantis, parce que c'est d'une certaine façon une partie de ces investissements peuvent être rentables. C'est toute l'idée du leasing social, de prêts garantis, etc. Donc ça va réfléchir là-dessus. Enfin, je pense qu'il y a pas mal de réflexions de ce type en ce moment. De façon générale, je voulais revenir aussi sur les différents leviers parce que Louise Kessler a parlé du réglementaire. Et effectivement, il y a 3 grands leviers. Il y a tout ce qui était la préférence des économistes, qui l'est toujours d'une certaine façon, qui est le prix du carbone. Pourquoi c'est la préférence? Parce que ça décentralise les décisions, il n'y a pas besoin de se mêler de ce qui doit faire quoi et de dire d'en haut, c'est des signaux pris. Bon. Après, ça pose un certain nombre de difficultés qui est notamment de mettre une partie des acteurs face à des choix impossibles, c'est-à-dire de devoir utiliser leur véhicule tous les jours et d'avoir un prix de l'essence qui n'est pas atteignable sans capacité à financer les alternatives. Donc, le deuxième levier, donc ça c'est prix du carbone. Le deuxième levier, c'est tout ce qui est réglementation, normes, interdictions. Donc ça va être l'interdiction de vente de véhicules thermiques, ça va être les zones à faible émission, ou bien les interdictions de location de passoires, des choses comme ça. Il faut pas croire que les réglementations, a priori, on se dit qu'elles sont plus efficaces, plus lisibles, c'est pas financier, voilà. Mais si ça met les gens dans des corners, face à des impossibilités, si ça dévalorise leurs biens, si ça leur permet pas à l'artisan d'aller dans Paris avec sa camionnette et qu'il n'a pas les moyens d'acheter une camionnette électrique, ça va pas mieux se passer qu'avec le prix du carbone. Ça, il faut pas se faire d'illusions. Donc, c'est pas plus indolore, mais ça peut être plus lisible, voilà. Mais dans tous les cas, s'il y a un besoin d'accompagnement et il y a des investissements à financer. Et puis, il y a les subventions. Ça, c'est la stratégie américaine. On subventionne massivement
notamment l'industrie. Ça coûte très très cher. Hein, l'Inflation Reduction Act américain, c'est à peu près, c'est des coûts vraiment considérables, puisque c'est des crédits d'impôt, donc c'est complètement ouvert. C'est moins efficace probablement parce que ça ne pénalise pas tout ce qui est brun. Ça subventionne tout ce qui est vert, ça ne pénalise pas ce qui... Donc c'est en rendement, en coût à la tonne évitée, c'est probablement moins efficace. Maintenant, c'est aussi un pari que l'innovation, que justement la transition devienne drivée par l'innovation. Alors justement, on pourra le commenter aussi cet aspect-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent et beaucoup de questions. Donc ça veut dire que ça suscite beaucoup d'intérêt, tout ce que vous êtes en train de dire. Le mot a été prononcé, vous avez parlé de prix du carbone, de taxe carbone, par exemple, dans une dernière publication à le Conseil d'analyse économique par la voix d'Isabelle Méjean et Niklas Schock parle d'une taxe carbone, qu'on pourrait envisager, une taxe carbone à 100 € la tonne. Certaines entreprises le l'ont déjà intégré, on va dire, qui selon eux ferait peser une charge fiscale limitée sur l'économie française, avec l'idée que les secteurs consommant relativement plus de carbone, les plus taxés enregistreraient les plus fortes baisses de production, autour de 30%, tandis que les autres se verraient finalement attribuer une réallocation d'une partie de la main-d'œuvre et des capacités de production. Et selon eux, l'impact négatif d'une taxe carbone serait fortement atténué par la redistribution aux consommateurs des recettes fiscales ainsi générées sous la forme d'un transfert forfaitaire. C'est ce qui est évoqué. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ce sujet-là, sachant que j'ai eu une question aussi entre-temps qui m'a fait remettre en avant, évidemment, quand on parle de taxe carbone, le mouvement des Gilets jaunes et les questions qu'il peut y avoir derrière, en disant, étant donné l'urgence de la transition, comment s'assurer que la mise en œuvre politique de la transition écologique soit acceptée par la population. C'est toute la question de la transition juste. Alain Grandjean, je vous fais réagir. Bon, deux petites choses. Moi, je pense que les enjeux le signal prix carbone, c'est un truc essentiel. C'est pas été dit tout à l'heure par Selma, mais je le redis. La différence entre la transition dont il est question aujourd'hui et les précédentes, c'est qu'il s'agit d'enlever des moyens de production, hein, et pas d'en rajouter. Donc c'est complètement différent. Jusqu'à présent, on a empilé les nouvelles sources d'énergie les unes sur les autres. On avait passé des moulins au charbon, puis on a rajouté du pétrole et du gaz, puis du nucléaire. Là, il s'agit de retrancher. Bon. Donc, la notion d'injecter dans le système économique quelque chose qui nous incite à réduire nos émissions de gaz à effet de serre me paraît toujours aussi stratégique. Bon. On a tous compris que ça posait des problèmes de redistribution. De mon point de vue à moi, la grande erreur qui a été faite successivement par les trois gouvernements qui y sont collés, c'est d'avoir communiqué en début de mandat sur des mesures qui étaient perçues comme favorables aux plus riches ou aux entreprises. Donc le bouclier tarifaire chez Sarkozy, le CICE chez Hollande, et puis la flat tax et la réforme de l'ISF par Macron 1. Avant de soit mettre en place la taxe carbone, qui a été fait par Sarko avec un échec, par Hollande qui a réussi à le faire, et Macron qui a été obligé de revenir en arrière sur la hausse prévisionnelle de ce dispositif. Pour moi, il est assez évident que l'appréciation de la justice fiscale, c'est une appréciation d'ensemble. Et donc c'est aussi beaucoup une question de communication, parce que le maquis fiscal est absolument inaccessible à chacun d'entre nous, c'est beaucoup trop compliqué. Donc le but du jeu, c'est d'expliquer ce dont il est question. Je crois pas un quart de seconde qu'on pourra avoir un outil fiscal qui atteint 50 objectifs, celui de la justice, celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, celui de l'urbanisme, celui d'inciter aux bons investissements. Ça n'existe pas du tout. Ça. Ce qui existe, c'est des instruments qui sont adéquats pour un objectif. La taxe carbone est adéquate pour cet objectif-là. Je ne vois pas du tout comment dans le secteur privé, que je connais quand même extrêmement bien, sans signal prix carbone, le secteur privé va désinvestir. Les Américains tentent un pari énorme qui consiste à dire une fois qu'on aurait installé le vert, le brun va disparaître de lui-même. Moi, j'attends de voir. Hein. J'ai encore des cheveux gris, mais j'attends de voir. Je suis pas si persuadé que ça, parce que les lobbies qui sont assis sur des actifs n'ont pas du tout envie que ces actifs se transforment en actifs échoués. C'est aussi simple que ça. Et ils sont très puissants. Bon. Donc, de mon point de vue, je ne vois pas pourquoi on laisserait tomber cette affaire de taxe carbone. Simplement, il faut effectivement l'insérer dans un ensemble de dispositions et d'accompagnement qui sont nécessaires et suffisants. Donc Selma a beaucoup insisté, et tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il faut qu'il y ait des alternatives. Petit 1. Petit 2, le produit de la taxe
doit être redistribué. Mais ça, c'est pour une raison assez simple, c'est que les ménages n'acceptent pas bien que la fiscalité soit incitative. Vu d'un ménage, en règle générale, l'opinion publique considère que la taxe est un impôt, donc c'est fait pour remplir les caisses de l'État. Bon. Donc la manière de donner un sens à cette fiscalité, même si c'est pas très pur, ça consiste à dire cet argent il va vous être utile, il va être redistribué aux ménages. Et évidemment, troisième point, que cette redistribution, de même que toutes les aides de type bouclier tarifaire, soient organisées pour pas faciliter la vie à ceux qui l'ont déjà très facile et soient un peu ciblées en termes de revenus et d'autres inégalités qui sont en général des inégalités géographiques. J'allais vous dire, cette question du prix carbone, ça fait un petit moment qu'on l'évoque largement, et même dans le privé, certains l'ont déjà inséré, j'allais dire globalement, pourquoi pas 100 € de la tonne, comme on le disait. Pourquoi, si c'est si évident, on n'arrive pas à le mettre en place? Non, c'est évident sur le plan théorique, c'est pas évident du tout sur le plan pratique. On n'y arrive pas pour les raisons que j'ai dites. C'est-à-dire que... alors, je vais le reformuler autrement pour peut-être mieux me faire comprendre. Le pays qui a réussi à faire la mise en place de la fiscalité carbone, c'est la Suède, dans les années au début des années 90. Ils ont fait un bing bang fiscal. Bon, ils ont redéployé leur dispositif d'une part, et d'autre part, ils avaient des politiques de réseau de chaleur qui étaient préalables. Donc, l'instrument de la taxe carbone, l'erreur sans doute des économistes qui sont des adorateurs de la taxe carbone, c'est de l'avoir vendu comme étant l'instrument magique qui fait tout. Non, c'est un instrument intéressant dans un ensemble, dans une politique d'ensemble. Il y a un dernier argument qui est pour moi que j'ai pas évoqué, mais qui est un élément absolument déterminant, c'est la crédibilité de l'action climatique. Je fais partie du Haut Conseil pour le climat. Le premier rapport qu'on a fait en 2019, c'était sur la cohérence des politiques publiques. Pour qu'un gouvernement, et là j'attaque personne, mais c'est un point de vue d'ensemble, pour qu'un gouvernement puisse rendre acceptable un dispositif quel qu'il soit, il faut qu'il y ait une conviction de la population sur le fait que ces instruments, ils sont bien faits pour ce qu'on dit qu'ils sont faits. Bon. Alors c'est extrêmement dur dans une période où le politique est dévalorisé, ça c'est clair, c'est un problème de fond, mais c'est aussi un peu dur quand on a des politiques qui sont incohérentes et qui sont pas toutes alignées. De ce point de vue-là, le SGPE, c'est pour moi une innovation institutionnelle intéressante. Et je crois que Selma aussi a dit qu'elle a bénéficié avec ses collègues des travaux en cours du SGPE et puis de I4Forcy et puis d'être préparatoire à la CNBC. Moi, j'ai le sentiment que c'est le premier gouvernement dans lequel, en gros, il y a quand même un consensus intergouvernemental sur le fait qu'il faut y aller. C'est pas pour rien qu'il y a eu des formations, etc. Donc ça, c'est de nature à faciliter l'acceptation, parce que c'est de nature à faire comprendre aux uns et aux autres qu'il y a vraiment une politique d'ensemble. Non, parce que j'ai insisté, c'était déjà clair dans un premier temps, mais c'est bien parce que comme ça, vous en avez ajouté un peu plus, on va dire, sur cette notion de taxe carbone. Peut-être un commentaire, Louise Kessler, aussi globalement, sur ce sujet de transition juste, d'équité. Donc la notion d'équité en fait renvoie à plusieurs aspects du problème. Donc, tout d'abord, il y a la question de l'accès à la transition, de l'acceptabilité. C'est ce que vous disiez, il faut à tout prix éviter les corners, quelles que soient les politiques publiques mises en place, il faudra de l'accompagnement. Et donc la question là, c'est est-ce que toutes les catégories de ménages ont les moyens de prendre part à la transition vers une économie bas carbone? Est-ce que les aides sont aujourd'hui suffisantes pour permettre à tous les ménages de passer à une mobilité décarbonée et pour leur permettre aussi d'entreprendre la rénovation énergétique de leur logement? Donc ça, c'est le premier aspect. La condition sine qua non un peu. Ensuite, il y a la question du partage de l'effort. Donc là, c'est un peu ce que je disais sur la perception. Est-ce que les efforts sont partagés par tous? Est-ce que les efforts sont perçus comme étant partagés par tous? En plus, dans des sociétés assez individualistes, là, on va devoir tous ensemble œuvrer à la mise en œuvre de la transition. Donc là, la question devient, alors quelle est la contribution de chacun à cet effort? Est-ce que c'est à la hauteur de l'empreinte carbone, par exemple, ou est-ce que c'est à la hauteur des moyens? Donc ça, c'est une autre solution. Donc c'est plutôt l'option qui justifie le prélèvement obligatoire sur le patrimoine financier. Mais il y a d'autres politiques publiques qui pourraient répondre à cet impératif de transition pour tous. Par exemple, la taxation sur le kérosène des jets ou l'interdiction des jets pour usage de loisirs, le renforcement du malus sur les véhicules lourds qui sont souvent des SUV, des choses comme ça. Donc ça, c'était le deuxième aspect. Il y a un troisième aspect qui est aussi, donc on l'a mentionné, les ménages versus les entreprises. Donc la répartition de l'effort financier entre les ménages et les entreprises. On l'a vu avec la très forte contestation au moment de la guerre en Ukraine sur les super profits. Donc ça, on a vu beaucoup dans le débat. Et également, ça revient souvent, la contestation vis-à-vis des institutions financières qui financent des activités, des investissements fossiles.
Et le dernier aspect, c'est l'aspect France versus international. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on explique aux Français qui vont devoir se serrer la ceinture alors que la France ne représente que 1% des émissions mondiales? Et alors là, je pense qu'il faut créer un récit qui n'existe pas encore. Donc l'idée de donner l'exemple, qu'en fait on n'a pas le choix, même si... Donc en fait, c'est dans notre intérêt à nous, Français, que le monde s'engage complètement sur la trajectoire 1,5 degré ou 2 degrés. Et donc la meilleure façon de convaincre les autres, en fait, c'est d'accélérer la transition, c'est que nous-mêmes, on fasse la démonstration par l'exemple, et de montrer que la transition vers une économie bas carbone est possible, et que lorsqu'elle est planifiée, en plus, elle peut s'effectuer sans trop de dommages économiques latéraux. Donc ça, c'est un premier aspect sur lequel on peut faire beaucoup plus, je pense. Et le deuxième, c'est l'avantage concurrentiel. Donc ça, je pense que le gouvernement l'a bien compris. Voilà, il y aura un avantage first movers. Donc on le voit avec tous les efforts du gouvernement pour la réindustrialisation verte. Alors, je vais vous faire réagir aussi dans un instant, Selma Mahfouz, mais j'ai une question. Vous parlez justement du privé. Là, Nicolas Larmagnac nous dit les financements publics sont essentiels, mais ils ne couvrent que 50% des besoins. Comment faire pour que les 50% ici des investissements privés soient mobilisés quand on mesure que la rentabilité de ces investissements sont à très très longue échéance, hein? C'est ce que je lis tel quel au niveau de la question. Vous avez une réponse à apporter sur cette notion de financement privé, l'une ou l'autre? Et peut-être que ça renvoie quand même au fait que la question de taxe carbone, une façon de rentabiliser les investissements privés, c'est d'avoir un prix du carbone qui augmente de façon crédible. Et peut-être rappeler quand même qu'on est couvert par les marchés de quotas européens. Donc pour l'instant, on a un marché de quotas qui couvre l'industrie très émettrice, hein, avec un contexte qui est que les quotas gratuits qui étaient distribués à certaines industries vont être progressivement réduits, voire annulés, dans le cadre du déploiement de la taxe carbone aux frontières, qui vise avant tout d'ailleurs mécanisme d'ajustement, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Voilà, parce qu'on n'ose plus trop prononcer le mot taxe carbone en même temps, vous voyez ce que je veux dire. MACF, un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, hein, qui va permettre d'étendre le champ de la taxe carbone sur l'industrie. Donc ça, c'est le premier marché de quotas européen. Et puis, il a été décidé la mise en place d'un second marché de quotas qui concerne le bâtiment et le transport. Alors, avec un prix du carbone. Et sur ce premier marché du carbone, il faut avoir en tête que les prix sont restés très bas très longtemps. Mais maintenant, ils ont commencé, depuis quelques années, à augmenter à des niveaux qui sont un petit peu plus ce qu'on attend. Donc, avec la suppression des quotas gratuits progressivement, on a quand même cet outil qui existe. Un bon signal qui commence à... Voilà, qui est là pour une partie de l'industrie. Et puis, on a donc le second marché de quotas européens. Alors évidemment avec des questions sur comment ça va s'articuler avec la fiscalité existante en France et jusqu'à quel point ce prix du carbone est plafonné, des tas d'incertitudes, mais on a quand même pas complètement renoncé à ces outils. Sur la redistribution de la taxe carbone, sur l'acceptabilité et la redistribution. Bon. D'abord, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'on a joué de malchance ou de maladresse, je ne sais pas, au moment de l'accélération de la hausse de la taxe carbone en 2018, puisqu'il y avait un sentier d'augmentation de la taxe carbone qui se passait pas si mal. Puis il a été décidé d'accélérer ce sentier juste au moment où les prix des hydrocarbures étaient en train de monter au plafond. Donc évidemment, ça n'a pas aidé et où d'autres mesures fiscales défavorables étaient prises. Donc le contexte des Gilets jaunes en France est quand même particulier. Après, je pense que tout est dans des alternatives. Le jour où les ménages ont des véhicules électriques, ou peuvent acheter des véhicules électriques dans des bonnes conditions et où ils peuvent changer leur chaudière au fioul pour installer des pompes à chaleur, quelque part, le prix du carbone est moins un problème. Donc ça, c'est vraiment... et dire qu'il faut que ça soit redistribué, alors c'est vrai en théorie, c'est complètement vrai, toutes les études montrent que si on redistribue, c'est pas régressif, la taxe carbone. Mais en pratique, en fait, les gens qui sont très impactés, les ménages qui sont qui ont des factures énergétiques très élevées ou des taux d'effort très élevés, ils sont quand même assez répartis entre les déciles de revenus, malheureusement. C'est-à-dire que l'hétérogénéité des émissions,
le taux d'effort, il est évidemment plus, c'est-à-dire les émissions, enfin les dépenses énergétiques rapportées aux revenus, ils sont plus élevés pour les bas revenus parce qu'ils ont des bas revenus, donc ça représente une part plus importante de leurs revenus. Mais on a énormément d'hétérogénéité au sein même des déciles, c'est-à-dire il y a des gens dans le 4e, 5e décile qui vont avoir des taux d'effort très élevés parce qu'ils sont doublement dépendants, donc une dépendance au prix des énergies fossiles forte. Et donc la redistribution, si on veut la faire correctement, elle n'est pas très simple. Et ça, c'est quand même une limite. Après, il y a aussi le fait que les gens comprennent pas pourquoi on les taxe d'un côté et on redistribue de l'autre. Ça, c'est des choses comme ça aussi qui. Mais voilà, je voulais quand même rappeler qu'on est en Europe, on a un marché des quotas au niveau de l'industrie, on en a un deuxième qui va se mettre en place, donc on n'a pas complètement renoncé à cet instrument tout de même. Alors oui, vous pouvez réagir. En tout cas, on voit que c'est un sujet aussi sensible. Je parlais tout à l'heure de la taxation et les ménages les plus aisés qui avaient soulevé des questions. Vous avez parlé de la question d'individualisme aussi. C'est vrai qu'il y a aussi à faire autrement avec cette transition écologique aussi on va dire quelque part dans notre rapport aux uns et aux autres et dans cette notion de redistribution. Vous vouliez réagir, Louise Kessler? Je voulais réagir à la question qui était en ligne. Oui, sur les financements. Tout à fait. Ouais. Donc en fait, les financements publics, là, donc les 35 milliards qui sont 35 milliards additionnels de dépenses publiques par an, donc ils servent 3 objectifs en fait. Et dites-moi si je me trompe. Le premier, c'est d'abord des investissements publics directs. En fait, c'est par exemple la rénovation du parc de bâtiments publics. Voilà, donc ça sera le premier. Et la deuxième, c'est l'objectif d'améliorer la rentabilité de certains investissements climat. Donc c'est justement pour une rénovation, fournir des subventions qui permettent de rendre la rénovation rentable sur 15 ans au lieu de 20 ans ou 23 ans. Et pareil pour les véhicules électriques. Et le troisième objectif, c'est aussi de lisser l'investissement, parce que souvent les investissements liés à la transition viennent avec un très fort investissement initial, donc un investissement initial important, et ensuite à l'usage, ces équipements fournissent des économies d'énergie. Donc c'est aussi, ça permet de limiter l'effet de ces équipements, l'achat de ces équipements sur la trésorerie des ménages. Alors, d'ailleurs, il y a un commentaire là toujours de Nourdine Saïd qui s'inspire de Nicolas Stern qui a dit les prix des émissions de carbone vont aller jusqu'à $260 par tonne de CO2 vers 2050 pour ensuite chuter à partir de ce moment-là. Voilà, c'est un commentaire à tout ce que vous avez dit. Une question, un autre axe qui est éventuellement évoqué par Zéhir. Donc, la taxe carbone n'est pas évidente sur le plan pratique. La contribution du milieu de la finance est une taxe sur les transactions financières, action identifiée comme brune. Est-elle potentiellement envisageable ? Pas de commentaire. Si Alain Grandjean, il est prêt à réagir. Allez-y. Oui. Bien sûr, je pense que c'est deux sujets complètement différents. La finalité de la taxe carbone, c'est le signal prix. Bon. Donc le but du jeu, c'est de dire je renchéris comme je peux. Et là, j'ai l'instrument fiscal, j'ai d'autres instruments, mais le coût des émissions de gaz à effet de serre pour les acteurs, de sorte qu'ils soient incités à les réduire. La question de la taxe sur les transactions financières ou des dispositifs équivalents, c'est une question qui est quand même plutôt budgétaire, parce que dire par définition les mouvements financiers sont carbonés, bah non, c'est pas vrai. Donc ça peut l'être, ça peut pas l'être, ça dépend. Et puis de toute façon, c'est vrai que 80% de notre économie dépend des énergies fossiles, mais c'est donc pas un instrument qui a pour objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l'acteur qui est concerné. Bon. Donc en revanche, au niveau européen, il y a des discussions sur les ressources propres de l'Europe et il y a plusieurs options. Celle-là est à la discussion. Moi, j'ai un avis sur ce sujet-là, mais je sais pas si on va en discuter parce que ça va nous éloigner quand même beaucoup de notre sujet. Vous avez d'autres commentaires à faire là sur ce qui a été dit précédemment. J'avais une question aussi à vous poser. Finalement, on l'évoquait avec l'IRA, pour le dire à la française aux États-Unis. Ça pose des questions aussi sur l'impact que ça peut avoir aussi en termes de compétitivité. J'ai dit en début de présentation qu'il fallait faire une politique économique de la sobriété. J'ai pas développé trop. Mais pour moi, si on met ce sujet-là en tête de gondole, le sujet global qui est pas que la sobriété énergétique de l'usage final, qui est la sobriété au sens large, parce qu'on n'a pas du tout discuté autour de la table depuis le début de cette table ronde du fait qu'il y a des contraintes très fortes
sur les approvisionnements de matières premières, qu'il y a des contraintes très fortes sur l'érosion de la biodiversité, et qu'on est dans une crise écologique majeure qui se résume pas au climat. Bon, il ne faut jamais oublier ça dans le raisonnement, sinon on cloisonne la réflexion et on oublie qu'il y a d'autres problèmes. Bon, donc si on prend la sobriété au sens très large de transformer notre mode productif et notre mode de consommation dans un mode de production et de consommation qui soit propre et sobre et bas carbone. À ce moment-là, la question internationale, elle se pose en second rang par rapport à ce premier objectif. Donc on ne peut plus, dans ce type de raisonnement économique, se dire j'ai la compétitivité qui est mon absolu et je conditionne tout le reste à ma compétitivité. Ben non. S'il faut un peu démondialiser les chaînes de valeur, parce que les chaînes de production, pour employer un gros mot, parce que c'est meilleur pour le climat et c'est meilleur pour la planète, c'est meilleur pour les ressources, on le fait. Si on se dit qu'il faut mettre des ajustements carbone à la frontière, si on est en train d'y réfléchir, puisque c'est une proposition qui a été faite, on réfléchit. Si on se dit on va pas être stupide au point de se tirer une balle dans le pied et être propre, sobre et bas carbone en Europe, mais avec plus aucune industrie et plus rien du tout parce qu'on s'est fait dévorer par nos grands concurrents, ça veut dire qu'on est des ânes et donc il faut faire un peu autrement. Donc il faut abandonner le logiciel productiviste et le logiciel de compétitivité au profit d'une nouvelle manière de penser la macroéconomie. C'est un avis que vous partagez, Selma Mahfouz? Là-dessus, non, je pense que c'est bien je suis assez largement d'accord, mais je pense que de façon générale, il y a un peu une question de priorité d'objectifs ou de hiérarchisation des objectifs. C'est-à-dire que on peut poser ce débat en termes de est-ce qu'on veut décarboner ou réindustrialiser, et est-ce que les deux sont compatibles, juste pour être un petit peu concret. Et pour prendre un exemple très concret, c'est le débat actuellement sur est-ce qu'il faut pousser au remplacement des chaudières à gaz par des pompes à chaleur, alors que les pompes à chaleur aujourd'hui, elles sont largement importées, enfin en tout cas pas assemblées en France, ou est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait une filière de pompes à chaleur française qui se soit développée et obligée à la transition seulement quand cette filière... Donc ce débat réindustrialisation... décarbonation, il se pose dans des termes vraiment très, très, très pratiques et très réels aujourd'hui. Et effectivement, moi je crois qu'il faut simplement se dire, si la priorité c'est de n'importer aucune pompe à chaleur, on va peut-être pas faire les objectifs en 2030, dont acte. Si on veut les faire, il faut peut-être accepter d'importer des pompes à chaleur en attendant que la filière se mette en place et peut-être que la demande créera son offre aussi. Donc ça, c'est vraiment mais de façon plus générale, on a écrit, et c'est un triangle d'incompatibilité que Jean Pisani-Ferry a édicté comme ça, c'est-à-dire que l'Europe, effectivement, on a posé la question suivante, c'est-à-dire est-ce que l'Europe peut continuer à être championne du climat, championne de la rigueur budgétaire et championne du multilatéralisme. Je crois que sur ces questions de compétitivité, il y a de la réindustrialisation qui est stratégique, qui est de la souveraineté, qui est parce que ou qui est une priorité numéro 1, parce que elle peut, même si on n'a pas la production sur notre territoire ou si on n'a pas une certaine autonomie, ça risque aussi de mettre en danger la transition. Mais comme disait Alain Grandjean, tout ça est un peu une question de doser les objectifs en fonction des priorités décidées collectivement dans les différentes dimensions. Un commentaire sur ce point, Louise Kessler? Alors oui, cette question de la réindustrialisation, moi je la relierais à la question du besoin de planification. J'allais vous amener progressivement à cette question, donc c'est bien, vous l'anticipez. Parfait. Alors pourquoi un besoin de planification? Il y a plusieurs raisons. Donc on l'a dit, il y a un consensus très, très fort sur le besoin d'investissement climat et sur et les besoins de financement associés, même s'il y a de la sobriété et même s'il y a une réorientation des dépenses existantes. D'ailleurs, on le voit en fait, même au niveau international, il y a l'essor des discussions sur le rôle des ministres des Finances dans la transition. Il y a eu la création de la coalition des ministres des Finances pour l'action climatique. Et en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience que la transition va être d'une ampleur telle. En fait, il ne s'agit pas de changements marginaux. C'est pas aux ministres de faire des changements
sur leur secteur, c'est vraiment une transformation de l'économie qui nécessite une vue d'ensemble. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a assisté à la création du secrétariat général à la planification écologique. Et comme vous l'avez dit dans le rapport, ça c'est très bien dit, il faut à la fois trouver des financements additionnels pour déclencher ces investissements, mais il faut également gérer les implications macroéconomiques de la transition. Et ça aussi, ça va demander des dépenses publiques. Alors je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle il y a un besoin de planification écologique, c'est qu'on l'a vu dans les dernières années. En fait, il y a eu pas mal de chocs conjoncturels qui ont mis en péril les engagements du gouvernement sur le climat. Donc on l'a vu au moment de la crise du Covid, il y a eu des dispositifs de soutien massifs pour les secteurs aériens et automobiles, sans réelle contrepartie environnementale, disons. Et même avec la guerre en Ukraine, la mise en place immédiate du bouclier tarifaire, certes pour protéger les consommateurs, mais qui sur les années 2021, 2022, 2023 représentera au total 100 milliards d'euros. Donc c'est 3 fois ce que les dépenses vertes de l'État, dans le budget d'État sur une année. Donc ça c'est la raison pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une planification écologique. Et alors comment? Ça c'est toute la question. Donc il y a plusieurs propositions qui ont été faites, notamment par des députés. Donc l'idée c'est d'abord de renforcer les moyens du secrétaire général de la planification écologique, qui est placé sous l'autorité de la Première ministre. Mais c'est aussi d'adopter une loi de planification écologique et notamment de mettre en place une programmation pluriannuelle des financements. Et c'est vraiment ça qui fournira la visibilité sur les dispositifs et qui ensuite améliorera la visibilité pour le secteur privé, les ménages, les entreprises. Et ça permettra également de sécuriser ces financements publics dont on a besoin et dont on est certain qu'on en aura besoin d'ici 2030 et 2050. Et d'ailleurs, juste pour donner un exemple, parce qu'on parlait de l'industrie au début, et d'ailleurs on le voit en fait sur les enveloppes pour la décarbonation de l'industrie qui ont été mises en place par le gouvernement reposent sur des appels à projets. Et nous, on a fait une étude spécifique sur l'industrie. Et en fait, il manque un peu cette vision du gouvernement sur les volumes de production, la part des importations, la part des exportations. Quelle technologie aujourd'hui? Il y a plein de routes technologiques qui sont possibles pour décarboner l'industrie. Il y a plein de volumes de production. Il y a tout un éventail de volumes de production qui est possible. Mais tout ça va avoir des conséquences en termes de politique publique et de montant de financement public. Et donc aujourd'hui, on a besoin d'une vision cohérente où il y a notamment le bouclage matière, le bouclage électrique, le bouclage hydrogène, le bouclage CCS. Voilà. Donc c'est vraiment, je pense, aujourd'hui, la priorité du gouvernement de solidifier cette planification écologique et de la concrétiser. Alors Alain Grandjean, sur cette notion, de la même façon qu'il y a une programmation pluriannuelle de l'énergie, d'avoir une programmation pluriannuelle des financements, évidemment en lien avec la trajectoire bas carbone. Oui, c'est très lié à la discussion budgétaire. C'est-à-dire que si on ne sanctuarise pas. Alors, le terme de sécurisation a été employé. Moi, j'emploie le terme de sanctuariser. C'est encore un niveau plus profond en termes sémantiques. Si on ne sanctuarise pas ces investissements et si on les soumet, si on les sanctuarise pas, ils vont être soumis aux arbitrages. Bon. Et le gros des arbitrages budgétaires, ça va être un arbitrage de prestations sociales contre investissement écologique. Donc il y a une toute petite contradiction quand même, qui va être de dire on veut une transition juste, sauf que pour financer les investissements de la transition dite juste, on va taper dans les prestations sociales. Bon, donc je pense que ça va être bien pire que les gilets jaunes. Donc mon point là, c'est de dire même si c'est pas il y a un peu de risque d'overlap et il y a un petit risque de gaspillage, je pense que c'est un risque beaucoup moindre que celui de ne pas réussir ce programme qui est vital. Donc oui, il faut une programmation pluriannuelle des financements clairs, qui est assez précise. Et donc là, je redis, on a quand même de la chance d'avoir des travaux qui commencent à être un peu précis. Donc on peut pas être aligné par nos voisins comme étant des bricoleurs et des gens qui essaient de passer sous les radars en disant pas ce qu'ils font. Parce que, en gros, quand même, pour revenir à cette affaire européenne, ce qui est absolument stratégique dans la discussion quand on est en régime de co-gouvernance d'un commun qui est la monnaie, ce qui est stratégique, c'est que les uns et les autres sachent ce que font les uns et les autres. Et donc, de mon point de vue à moi, la négociation européenne et la négociation budgétaire doit partir sur chacun amène sur la table ses programmations pluriannuelles, avec d'une part des montants, des objets financés, et puis troisièmement des objectifs à atteindre, assez précis, pas juste la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est les parts modales vers le vélo quand on investit dans le vélo, et ainsi de suite, je décline pas. Et si on a ce type de transparence dans la discussion, et si on obtient de nos voisins qu'ils le fassent, je dis qu'on est plutôt en avance là-dessus, je pense qu'il y a une discussion qui est possible
Et même on pourra, je pense, réinstaller la discussion sur des financements communs au niveau européen, parce que on aura satisfait une des exigences absolues de ce commun qui est la monnaie, qui est la transparence et qui est la capacité de faire voir à qui le veut, donc les experts de la Commission européenne, qu'on fait bien ce qu'on dit et que si jamais on ne tient pas nos promesses parce qu'on a mis de l'argent n'importe comment, bah, il y aura des corrections et des correctifs. Et ça se joue, ça se discute, ça. Donc, pour terminer, OK pour et synthétiser, OK pour cette programmation pluriannuelle, mais c'est la France dans l'Europe, quoi. Donc, c'est forcément un outil qui doit être partagé. Alors évidemment, je peux vous faire réagir, sachant qu'il y a eu un commentaire en disant oui, besoin de planification pour éviter les crises, on en parlait, type pénurie, crise sociale, et puis préparer aussi la conversion des métiers et des compétences. C'est un point qui est évoqué également sur ce souci de planification. Selma Mahfouz. Oui, pourquoi est-ce qu'il faut une programmation pluriannuelle des financements et de façon générale de la planification pour essayer de réduire un petit peu l'incertitude, parce que la transition, elle est pleine d'incertitudes. Il y a des incertitudes sur les technologies à l'horizon d'au-delà de 2030. Il y a des incertitudes sur le prix du carbone sur les marchés ETS demain. Il y a de l'incertitude sur la capacité. C'est une grande transformation, comme on l'a écrit, la capacité des uns des autres à changer des comportements, à se reporter vers du vélo. Ça peut aller plus vite que ce qu'on attend, ça peut aller moins vite. Il y a la capacité. Donc essayer. Enfin, le rôle de la planification, c'est pas de décider d'en haut de tout ce que chacun doit faire. C'est clairement pas ça. Mais c'est d'essayer d'éviter des impasses. Louis Kessler l'a dit, de pas se dire qu'il y a une quantité de biomasse finie et que, enfin, en tout cas, il faut pas qu'on prévoit d'en utiliser plus en biocarburant ou autres usages que ce qu'on est capable de produire. Donc, c'est essayer de s'assurer qu'on donne un petit peu de visibilité, qu'on est un peu crédible. Et donner de la visibilité, on peut le faire par des réglementations, quand on a la condition de ne pas en changer tous les 4 matins. Mais si on n'a pas les financements qui rendent crédible le fait qu'on va mettre en place des zones à faible émission, les gens se disent ça va juste être reporté parce que de toute façon ça ne sera pas acceptable. Donc je crois que c'est aussi dans cet esprit-là qu'une programmation pluriannuelle des financements est vraiment utile. C'est un vrai défi de réduire l'incertitude, parce que les gens investissent. Il y a un coût il y a un gain à attendre d'investir en contexte d'incertitude. Oui, exactement. Donc, pour investir, il faut anticiper, il faut avoir des anticipations claires. On l'a vu typiquement avec ce qu'on a connu entre la crise du Covid, la crise énergétique, où là, tout d'un coup, dès que se crée, et qu'on voit que finalement on est dans un monde plein d'incertitudes, se crée une forme de fragilité et des interrogations, bien sûr. Et sur le partage entre le niveau européen et le niveau national, on a écrit que l'Europe fixe le cadre, l'Europe fixe les objectifs et considère que la mise en œuvre et le financement relève en partie des États membres. Et c'est vrai que c'est probablement une discussion, comme j'ai dit, qu'il faut poursuivre. Exactement. Louise Kessler, quelque chose à ajouter? Alors, on a encore du temps, c'est ça l'avantage d'avoir 2 heures où vous avez le temps de partager les uns avec les autres aussi. Donc, j'avais des points à évoquer. J'oublie pas les questions parce qu'elles arrivent nombreuses. N'hésitez pas à en poser entre-temps parce que j'essaierai de les prendre un peu. Comme elles arrivent devant moi, j'essaye d'en prendre au fur et à mesure, mais il y en a d'autres aussi qui arrivent et on va se prendre un temps de questions-réponses. Il y a peut-être un mot aussi, à un moment, on l'a prononcé aussi et on a le temps d'en parler, de PIB aussi. Où clairement, dans votre rapport, il est évoqué que la transition induira un coût en bien-être, que finalement les indicateurs usuels ont du mal à mesurer. Ça aussi, c'est un point quand même qui n'est pas négligeable, Selma Mahfouz. Alors, plusieurs choses. Déjà, sur le PIB, on a essayé de clarifier, donc sur la croissance, à court terme et à long terme, quel pouvait être l'impact de la transition. Ce n'est pas des questions faciles. À long terme, il y a énormément d'incertitudes. Ça dépend notamment de la capacité des technologies vertes à assurer une croissance suffisante et de la part de la réduction de la consommation d'énergie et tout ce que ça entraîne. Mais si on se concentre sur les 10 prochaines années, ce qui nous semble important à avoir en tête, ce que je disais, c'est qu'on a un mur d'investissement à financer, qu'il n'est quand même pas exclu que pour financer ces investissements, ça détourne des financements d'autres investissements productifs,
et que donc on ait un impact négatif, temporaire, sur la productivité du travail, qu'on a estimé, il y a tout un rapport sur ce sujet-là, coordonné par Anne Pollard, à environ 1/4 de point, ce qui est considérable, 1/4 de point de croissance de la productivité sur une dizaine d'années. C'est un ordre de grandeur. Et en fait, c'est pour comprendre pourquoi on a cet impact, c'est pas très étonnant. C'est un peu ce que disait Alain Grandjean tout à l'heure. On va mettre un prix, on va mettre un coût sur une ressource, la capacité d'émettre des gaz à effet de serre qui était gratuite. Donc, que ça soit par des réglementations ou par un prix du carbone d'ailleurs, enfin, que ça soit par des interdictions, quand on interdit des choses, on les rend plus chères et plus compliquées. Donc, on rend coûteux ou interdit ou plus compliqué des choses qui étaient gratuites. Donc on a un choc d'offres négatif, c'est un renchérissement du coût de la production. Et puis en même temps, on va avoir probablement un effet demande positif parce qu'on a plus d'investissements. Alors ça c'est pour l'effet. Donc nous sur l'effet PIB à court terme, on a essayé avec les modèles existants de chiffrer tout ça. On voit qu'on a effectivement à court terme un effet demande qui est un peu contrebalancé par un effet d'offre. Donc c'est pas des choses massives, mais on a quand même probablement et puis des frictions, comme on l'a dit, sur le marché du travail ou sur l'ajustement du capital qu'on a quand même beaucoup de mal à estimer aujourd'hui. Parce que c'est très micro, parce que c'est pas entre secteurs, mais c'est au sein des secteurs, enfin pour plein de raisons qu'on a essayé d'expliquer. Donc ça, c'est au niveau du PIB. Après, il y a tout un rapport aussi, Didier Blanchet, qui regarde les impacts sur le bien-être et notre capacité à prendre en compte cette dimension du bien-être. Et les impacts sur le bien-être, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'ils sont pas forcément négatifs. Je vais juste prendre 2 exemples. On a en tête que la sobriété, c'est du moins. Parce que derrière la sobriété, il y a l'idée qu'on surconsomme et qu'on va moins consommer. Dans un cadre économique classique, les consommateurs, ils maximisent leur utilité sous contrainte budgétaire, donc ils consomment ce qu'ils ont envie de consommer, ce qui leur est utile. Il n'y a pas de surconsommation, Or, on voit qu'on peut très bien introduire dans des modèles très microéconomiques classiques l'idée qu'en fait, il y a un petit coin entre l'utilité du consommateur et ce qu'il consomme réellement, parce qu'il gaspille, il se rend pas compte qu'en fait, quand il laisse son ordinateur allumé ou quand il fait pas des petits gestes qui lui coûtent pas grand-chose en désutilité, il pourrait consommer moins d'énergie en l'occurrence, sans que ça lui soit, sans que son utilité soit réduite. Donc déjà là, on voit bien qu'on peut avoir une réduction de la consommation qui est pas liée à une baisse d'utilité et donc de bien-être. Donc c'est un exemple et on voit qu'il y a toute une réflexion, mais c'est presque les fondements microéconomiques qu'il faut travailler pour voir que la sobriété, même si elle réduit la consommation, n'est pas forcément source de bien-être. Et puis, il consomme moins d'énergie, il perd pas d'utilité d'un côté, et il gagne du pouvoir d'achat. Donc, il peut même avoir un gain en bien-être à la sobriété. Donc ça, c'est un peu peut-être contre-intuitif, mais enfin, c'est important. Et en croissance, ça réduit pas non plus la croissance. Il y a une question, c'est pas pour vous interrompre, justement sur la pédagogie aussi dans tout ça, parce que là aussi, ça induit quand même, parce que souvent, on a une image, souvent, on nous le dit, ce sont des contraintes, on va nous forcer à réduire notre consommation. Donc effectivement, et ça suppose, c'est aussi en termes de politique publique, inciter les politiques publiques qui peuvent inciter à prendre conscience de cet écart entre les comportements et ce qui est vraiment utile, c'est effectivement des politiques d'information, de pédagogie, etc. Donc ça, c'était un premier exemple. Un autre exemple, c'est tous les co-bénéfices. C'est-à-dire que là, on a parlé réduction des gaz à effet de serre, mais en termes d'amélioration de la santé, notamment, on a des co-bénéfices en termes de bien-être qui sont très importants, qui sont pas mesurés dans le PIB en tant que tel. Et donc, c'est 2 exemples qui montrent que, quels que soient les effets sur le PIB, les effets sur le bien-être, ils peuvent être aussi positifs dans cette transition. Il y a quelqu'un qui pose la question de l'intelligence artificielle qui ne pourrait-elle pas compenser cet impact négatif sur la productivité du travail? Vaste question sur l'intelligence artificielle et je crois qu'Alain Grandjean est prêt à commenter cette question-là et si vous voulez réagir aussi à la notion de PIB, enfin de bien-être et la question du PIB. Oui, je vais commencer par là. Moi, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans le paysage intellectuel du raisonnement, ce que les économistes appellent le contrefactuel, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on fait rien. Bon. Et en l'occurrence, on importe des énergies fossiles, pétrole et gaz.
Et je pense que le président de la Russie nous a fait voir ce que ça voulait dire d'être dépendant à des tiers. Et c'est un problème économique majeur. C'est pas juste une crise géopolitique de plus. C'est pas du tout vrai. C'est un vrai problème, c'est un vrai souci. L'approvisionnement à moyen long terme de l'Europe et de la France en particulier en énergie fossile n'est pas garanti. Bon. Donc, faut qu'on sorte vraiment de notre esprit et de notre vision des choses. Et là, c'est aux uns et aux autres de faire le job pédagogique. L'idée que si on ne fait rien, tout se passe bien. Bah non, non, les choses se passeront très mal. Donc le contrefactuel, pour moi, c'est pas du tout un long fleuve tranquille. C'est une histoire chaotique dans laquelle ces programmes-là dont on parle sont des manières, et notamment l'adaptation, mais pas que l'atténuation, puisqu'elle permet de réduire notre dépendance aux fossiles. C'est pas la même chose d'être dépendant aux fossiles et d'être dépendant des pompes à chaleur made in Extrême-Orient. Hein. C'est pas tout à fait la même chose. Hein. Pour des raisons assez profondes. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, c'est bien d'avoir les outils traditionnels, le bien-être, le PIB, ça peut aider le raisonnement, mais quand même, grosso modo, le problème principal qu'on a devant nous, c'est la résilience de nos économies, et c'est la résilience, et c'est notre qualité de vie au sens élémentaire du terme qui est en jeu. Les Allemands qui ont pris des inondations extrêmement violentes l'année dernière, ceux qui les ont prises, ils savent de quoi je parle, et puis je vais pas aggraver le diagnostic sur les énergies fossiles et donc sur le risque qu'on appelle le risque de transition. On est aussi dans une situation de risque élevé. Et ce programme d'investissement, il joue un rôle assurantiel ou un rôle dans une logique de principe de précaution. Hein. Je pense que c'est ça qu'il faut se mettre, à mon avis, d'abord en tête. Et la pédagogie, elle est à faire de ce côté-là. Parce que on raisonne toujours, chacun d'entre nous, en perte ou en écart par rapport à la situation passée. Là, on demande un petit effort. C'est-à-dire que c'est la question qui se pose, ça va être des écarts par rapport à un futur qu'on ne connaît pas. Bon. Alors Stern avait popularisé l'idée que le coût de l'inaction était très supérieur au coût de l'action, mais c'est vachement abstrait ça. Ce qu'il faut, c'est arriver à trouver des images et des manières d'exprimer les choses, non pas pour mettre le PIB au rang des idoles antiques, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Le PIB, il a des avantages et des intérêts dont je ne discute pas. Simplement, là, en l'occurrence, c'est dans notre affaire, c'est pas celui qui nous indique le mieux la route à suivre. C'est ça sur lequel je voudrais un peu insister quelques minutes. Louise Kessler. Sur le PIB, donc je suis d'accord. Pour moi, cette idée de regarder l'impact de la transition sur le PIB, elle est un peu datée. Elle n'est pas très importante parce qu'en fait, voilà, il y a quelques années, on comparait les coûts des coûts attendus du changement climatique versus les coûts de l'atténuation. Et ensuite, collectivement, on a décidé que pour le bien de l'humanité, il fallait qu'on limite l'augmentation de la température mondiale à 1,5 ou 2 degrés. Donc maintenant, on n'a plus le choix. Voilà. Donc, en fait, l'impact sur le PIB, c'est pas le plus représentatif. Ce qui est important, c'est vraiment les impacts sur les variables macroéconomiques. Donc c'est ce qui ressort très bien dans le rapport. Donc la question, ça va être qui vont être les gagnants, les perdants, quels vont les impacts sur les emplois, quels vont les impacts au niveau sectoriel, quels vont les impacts au niveau relocalisation des activités, les impacts sur les prix, la balance commerciale, le taux de change selon les pays. Voilà. Donc pour moi, le focus devrait être vraiment sur les variables macroéconomiques. Le PIB, c'est un indicateur comme un autre, mais bon, voilà, on a décidé qu'on se lançait dans la transition, on ne peut plus faire de retour en arrière. Très clairement. Alors je vais prendre le temps de prendre aussi des questions, hein, puisque vous êtes nombreux à en poser, même si j'en ai déjà pris quelques-unes au fur et à mesure des échanges qui étaient en lien direct. Parfois, il y en a certaines qui ont ouvert plus largement le débat. Alors je ne sais pas si je lance la question, j'allais dire à la cantonade, est-ce que la diminution du coût des importations d'énergie fossile remplacée par une production autonome a été chiffrée? Est-ce que les uns ou les autres, vous auriez des chiffres, cette notion de remplacement et de diminution, en tout cas du coût des importations plutôt? Oui, alors en fait, nous, ce qu'on a essayé de faire avec l'ADEME, hein, c'est de regarder, donc j'ai beaucoup parlé de la partie chiffrage des investissements associés aux différentes mesures. Une fois qu'on avait chiffré les investissements, on a aussi essayé de chiffrer l'impact macroéconomique, donc à partir en utilisant un modèle macro-sectoriel qui à la fois regarde l'impact sur la consommation, l'investissement, les prix, les importations, les exportations. C'est un modèle français, mais au niveau de la France, de ces choses-là. Alors,
on a dans toutes les mesures, et on a fait ça un petit peu sur les mesures, donc c'est un petit peu présenté dans le rapport, sur les principales mesures. C'est clair que si par exemple, l'interdiction de vente de véhicules thermiques, elle conduit à une réduction des besoins de consommation d'essence et donc d'importation d'énergie fossile, qui conduit à une amélioration de la balance commerciale. Donc ces choses-là, elles sont chiffrées. Elles existent, elles sont réelles. Dans les travaux de l'ADEME, on a ces réductions-là, on a une amélioration de la balance commerciale. Toute la question, c'est un peu de savoir ce qui se passe, comme disait Louise, sur le reste, quoi. C'est-à-dire que ça, la balance commerciale, c'est assez direct. Ça va dépendre si la mesure qu'on simule, ou si toutes les batteries sont des véhicules électriques vers lesquels on se dirige sont importés, ça joue dans l'autre sens. Donc on a aussi essayé d'illustrer, on a essayé d'illustrer le fait quand on fait une mesure de remplacement de chaudière au fioul, par exemple, par des pompes à chaleur, si elles sont toutes importées, l'impact sur la balance commerciale n'est pas positif. Puis cet impact de baisse de réduction des consommations d'énergie fossile est assez progressif en général. Donc on a quand même d'abord un impact qui est lié à une augmentation des investissements qui conduit plutôt à une augmentation des importations. Donc, exactement. L'un ou l'autre, vous avez des commentaires là-dessus? Non, rien de particulier, pas d'autres notions ou chiffres que vous pourriez avoir. Il y a beaucoup de notions aussi qui ressortent dans les questions de travailler ensemble, j'allais dire mener des partenariats. Il y a la notion aussi de partenariat public-privé en se demandant si c'est possible. Il y a des partenariats public-privé qui existent évidemment dans ce domaine-là. Il y a le travail aussi auprès des collectivités qui est évoqué dans une question. Ce travail de planification doit être mené avec les collectivités locales qui ont d'ailleurs déjà beaucoup d'actions sur ces sujets-là. Comment construire ce partenariat, cette multi-gouvernance? Par exemple, le PLU est un levier fort pour réduire l'atténuation du réchauffement climatique. Un commentaire sur ces notions d'accompagnement des collectivités, des partenariats publics-privés? Je peux dire un mot, et puis je vois qu'Alain Grandjean aussi, mais donc je vais être brève. Non, c'est clair qu'une partie des solutions, une grande partie des solutions, des choix d'investissement dans des pistes cyclables, dans les transports en commun, dans l'aménagement du territoire, tout ça c'est local. Donc, et à la fois parce que c'est plus efficace que ça soit décidé au niveau local, et parce que moi je pense que c'est très important que les citoyens, que les gens soient impliqués, et que ça se fait aussi plus au niveau local dans le fait de trouver des solutions pour réduire les émissions. Donc il y a un enjeu, effectivement, la planification au niveau national, elle est indispensable à un certain niveau, mais il y a une action au niveau des collectivités qui est indispensable. Et nous, ce qui nous a frappé, ce qu'on dit dans le rapport, on est allé voir quelques collectivités, c'est le fait que les collectivités, elles n'ont pas d'objectif. La France s'est fixé un objectif de décarbonation, dans le cadre de l'accord de Paris et maintenant dans le cadre européen. Les collectivités, certaines se sont fixées un objectif de réduction des émissions, mais elles savent pas très bien si c'est assez ou pas. On voit bien qu'au niveau de la déclinaison, ces réductions de 150 millions de tonnes au niveau national, comment ils se déclinent entre Bordeaux, Lyon, Toulouse, ou des grandes métropoles, personne ne sait très bien aujourd'hui. Et puis il y a des choses qui sont pas territorialisables. Donc il y a un travail à faire sur aider les collectivités à savoir quelle part elles doivent faire. Peut-être que avec des systèmes type accord de Paris d'ailleurs, où chacun dit moi je suis prêt à faire tant, on fait la somme, ça suffit pas, et puis on voit qu'on a un gap d'ambition comme pour l'accord de Paris. Donc il y a des choses. Après, la deuxième chose, c'est que les collectivités locales, on peut pas non plus leur demander d'isoler leurs écoles. Je prends un exemple qu'on a eu d'une ville de Bordeaux Métropole. L'école à isoler était identifiée. C'était rentable parce que c'était une passoire, donc les retours sur investissement étaient clairs. Le prêt de la Banque des Territoires était identifié, mais simplement le plafond d'endettement auquel sont soumis les collectivités rendait difficile le fait de s'endetter sur des durées plus longues à des niveaux plus élevés. Donc on voit bien qu'il y a des choses. Bon, tout ça est bien identifié et en train d'être réfléchi, mais pas encore complètement en place. Alors Alain Grandjean qui voulait réagir aussi. Oui, je remets une pièce dans la machine. C'est pas avec 15 personnes ou SGPE que ce problème qui est gigantesque va être résolu. C'est-à-dire que c'est gigantesque. On a effectivement de mieux en mieux la Big Map.
Mais le gros des investissements, on cité les écoles, mais il y a plein d'autres, hein. Il y a plein de trucs qui dépendent des collectivités. L'articulation se fait pas. Donc là, c'est connu, hein, comme le Moulin. J'ai parlé tout à l'heure d'incohérence des politiques publiques, qui était un des constats du Haut Conseil pour le climat. En fait, il y a l'incohérence, c'est un mot fort, hein, mais c'est pour me faire comprendre. C'est pas tout complètement incohérent, faut pas exagérer. Bon, disons, l'insuffisante cohérence, elle est horizontale et verticale. Donc, un manque de coordination interministérielle et puis verticalement entre l'État et les collectivités pour plein de raisons qui sont historiques. Donc ça, je fais que paraphraser ce que vient de dire Selma, simplement j'en rajoute un peu pour dire que c'est un énorme sujet et si on attend ce sujet-là, ce qui va bloquer, c'est pas l'argent, hein, c'est que juste les projets se feront pas. Et puis après, les banques des territoires diront, enfin la banque des territoires et les autres banques publics qui financent les collectivités territoriales diront en permanence il n'y a pas de projet et c'est pas un problème d'argent. Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister quand même, c'est la question de la comptabilité parce que il y a les dépenses publiques sont pas comptées exactement de la même manière au niveau de l'État et des collectivités territoriales. Il y a une comptabilité d'État et il n'y a pas de comptabilité locale. Et en local, ils ont des contraintes et un mode budgétaire qui est très particulier et qui est parfois bloquant et parfois pas bloquant. Bon, ça dépend des cas. Je vais pas faire trop de théorie, je suis pas spécialiste, mais je vois bien quand même de quoi il est question. Et par ailleurs, faut jamais oublier que même quand la collectivité publique a de la marge d'endettement, ce qui n'était pas le cas dans l'exemple qui a été donné, ça va quand même remonter dans la dette publique des APU au sens européen. Bon. Donc cette affaire comptable me paraît assez importante parce que si on a en plus des difficultés de coordination, des blocages comptables tels que ceux qui ont été pris par cet exemple, mais il y en a d'autres, hein, c'est une friction majeure qui recoupe ou qui vient compléter celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors c'est pour rebondir, hein, parce que vous aviez parlé de 15 personnes. Il y a eu notamment un commentaire en parlant du nombre de moyens au service du Premier ministre sur la planification, en parlant de 15 personnes à date et en disant qu'on avait besoin d'encore plus de monde pour agir. Est-ce que Louise Kessler, vous avez un commentaire supplémentaire à faire? Je ne vais pas paraphraser ce qu'on dit, c'est le malin, je suis tout à fait d'accord. Très bien. Alors j'ai une question. Le souci, c'est que ça bouge en même temps, donc c'est formidable. Je ne sais pas, est-ce qu'on pourra répondre indirectement aux questions ultérieurement? Je ne sais pas, parce que là, je ne pourrai pas, dans les 15 minutes qui restent, poser toutes les questions qui arrivent, ce qui veut dire que vraiment le sujet est important. Une question de Bruno Rollet sur la nécessaire diminution de l'utilisation d'énergie fossile représentera aussi une diminution importante de recettes fiscales. Est-ce que ça a été chiffré? Oui, alors ça c'est facile entre guillemets. Oui, ça a été chiffré, de mémoire, ça a un impact à l'horizon 2050 d'environ de 13 points de PIB de dette. Donc en gros, enfin, c'est pas seulement la diminution des taxes sur les énergies fossiles, c'est les taxes sur toutes les énergies, parce qu'on a une diminution de la consommation d'énergie conséquente nécessaire d'ici 2030 et encore plus d'ici 2050 pour faire les objectifs. Et donc il y a une baisse. Il y a des travaux qui ont été initiés au Royaume-Uni par l'Office of Budget Responsibility sur ce sujet-là aussi. Nous, dans le rapport de l'Inspection générale des finances, avant le rapport Pisani-Ferry, on avait chiffré aussi. Donc ça a été chiffré. La question, en fait, là, dans le dernier rapport, on a fait l'hypothèse dans le chiffrage de l'impact de la transition sur la dette que ces pertes de recettes liées aux assises sur les énergies, notamment fossiles, seraient compensées de façon à maintenir le taux de prélèvement obligatoire constant. C'est ce que les Britanniques ont commencé à faire avec une taxe sur les véhicules parce qu'ils commençaient à avoir une érosion de leurs dépenses sur l'énergie, de leurs recettes sur les énergies. Il y a une question aussi finalement au fonds alloué finalement plutôt. Alors ce problème c'est que ça bouge. Donc j'ai un peu de mal. J'ai une question sous la main et en fait ça bouge. En fait les fonds alloués, pour résumer, à ce qu'ils appellent la résilience, parce qu'il y aura des besoins face par exemple à des catastrophes naturelles, des inondations. Il y a des besoins de prévenir, des infrastructures évidemment à mettre en place. Donc il y a aussi cette question finalement à poser quand on parle de la question de financement. Je résume un peu la question que j'avais sous les yeux. Je la lis pas telle quelle parce que là c'est en train de bouger en même temps, ce qui veut dire que ça suscite pas mal de commentaires. Est-ce que quelqu'un a un point sur ces notions? Oui, je vous en prie. Je crois qu'on en a
parlé un peu au début, donc la question des besoins de financement pour l'adaptation. Donc, 2,3 milliards d'euros pour des mesures qui peuvent être mises en œuvre dès à présent sans regret, mais qui ensuite devraient permettre de faire une estimation plus précise des besoins de financement pour l'adaptation, mais qui vont nécessiter des moyens humains, de l'ingénierie, voilà. Donc, encore des besoins financiers pour avoir une idée un peu de ce que va coûter l'adaptation. Mais la décision là d'avoir un scénario à 4 degrés est un bon début pour essayer d'anticiper un peu quels peuvent être les efforts qu'on va devoir faire. Oui, allez-y, si vous voulez, c'est le bar. Sur les coûts des dommages et l'adaptation qui s'appuie beaucoup sur les travaux d'I4C. Donc, si la personne qui a posé la question est intéressée, il était coordonné par Xavier Timbaud de l'OFCE, mais I4C. Et effectivement, non, mais c'est tout. Il y a quelqu'un qui a rebondi, Marie-Josée, sur c'est uniquement écrit Marie-Josée, sur la question des collectivités. Ne faudrait-il pas transférer l'endettement des collectivités sur un organisme de financement, système de leasing par exemple? Enfin, c'est une proposition qui est évoquée pour accompagner ces collectivités. Il y a certainement si on accepte qu'une partie des investissements nécessite de l'endettement, il va falloir effectivement imaginer des choses. Ce que je voulais dire simplement précédemment, c'est qu'il y a aussi un besoin d'ingénierie, d'expertise en ingénierie de projet, à la fois pour l'adaptation et pour la transition au niveau des collectivités locales qui s'exprime beaucoup, qui est pour le coup des dépenses de fonctionnement, mais qui est aussi quelque chose qui remonte. Alors il y a une question plus globale de Tom Nico sur une réflexion sur est-ce qu'il y a une genre de réflexion sur la territorialisation des objectifs climat en matière de budget carbone territorialisé ou de trajectoire d'investissement associée. Peut-être dans l'idée, une réflexion plus globale, se dire c'est pas territoire par territoire, mais il y a une réflexion. Non, donc effectivement, il y a une réflexion sur la territorialisation des objectifs et surtout sur la façon dont on s'assure que les objectifs que se fixent certaines régions, comme le dit Alain Grandjean, certaines régions se sont fixées des objectifs, au total permettent sont cohérents avec les objectifs qu'on se fixe au niveau national. Exactement. Alors il y a une question plus globale, mais ça c'est sur l'intervention de l'État, j'allais dire, de Léa Carmarek, qui se dit est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question des contraintes que la puissance publique devrait poser finalement aux fournisseurs de l'offre, par exemple en disant si on dit qu'il faut remplacer tous les véhicules thermiques par des véhicules électriques, finalement obliger quelque part, c'est le mot qui est employé, les constructeurs automobiles aussi à développer des véhicules plus petits, plus légers. Alors il y a la question du SUV électrique qui fait parfois grincer des dents, mais là ça veut dire une intervention étatique sur une entreprise privée. Aussi. Mais d'une certaine façon, quand on interdit les ventes de véhicules thermiques, c'est ce qu'on fait déjà. On intervient sur les questions des poids des véhicules, c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu d'avoir des véhicules électriques, non seulement électriques, mais légers. Et le standard d'efficience fonctionne un peu comme ça. Il oblige les constructeurs à avoir que la moyenne des émissions de carbone des ventes de véhicules dans l'Union européenne soit inférieure à un certain niveau. Donc, aux constructeurs ensuite de se débrouiller. Voilà, c'est plutôt, on va dire, stopper certaines formes de véhicules, pas nécessairement les inciter à faire plus petits, comme qui a été évoqué. Voilà, ça c'est une autre problématique. Il y avait une question qui était intéressante, qui est arrivée aussi au début, parce que vous partez du postulat finalement que les ménages aussi vont changer quelque part de comportement, en tout cas devront le faire. Est-ce qu'il y a des études marketing que vous avez pu suivre, une méthodologie sur ces sujets-là, Selma Mahfouz? Alors, c'est une vraie question. Donc, on a besoin tous de changer un certain nombre de comportements pour que la transition se fasse. Donc, il y a des normes, il y a des interdictions, il y a des réglementations, il y a des signaux prix, il y a des aides, etc., qui sont des tas de leviers de politique publique qui visent à faire changer ces comportements. Objectivement, une des difficultés qu'on a dans l'évaluation des effets économiques de la transition, c'est qu'on ne sait pas très bien comment ça va fonctionner. On ne sait pas très bien si les comportements vont changer. Déjà, face à des hausses de prix, il y a des questions d'élasticité prix de la demande. On n'est pas toujours très certain de savoir comment ça va se faire. Mais là, on va le faire très vite, à une ampleur telle. C'est en partie nouveau. Donc, il y a énormément d'incertitudes sur les façons dont les comportements vont se modifier. Ils peuvent se modifier plus vite que ce qu'on attend. Sur la diffusion des véhicules électriques au Royaume-Uni, on a des bonnes surprises année après année, c'est-à-dire que ça va plus vite que ce qui était projeté, et ça se confirme, pareil dans d'autres pays. Donc
Donc effectivement, il y a toute une partie du travail à faire qui est de comprendre de mieux en mieux comment les comportements changent. Alors les comportements changent aussi parfois parce que sur les véhicules électriques, je prends cet exemple, dans le modèle qu'on a utilisé pour faire les simulations, ils modélisent les comportements de la façon suivante. Il y a des gens qui sont des innovateurs, ou en tout cas qui sont des précurseurs, qui passent aux véhicules électriques les premiers. Et puis, il y a une partie de la population qui suit, qui sont des imitateurs. Donc, c'est ce genre de choses-là qui sont calibrées, qui sont estimées, donc il y a des réflexions de ce style, mais il y a beaucoup à apprendre encore. Il y a des études sur le seuil d'adoption, à partir du moment où je ne sais plus si c'est entre 25 et 30% de la population a adopté un nouvel équipement, ensuite ça va très vite. Donc je pense que c'est ce qu'on voit dans certains pays. Après, il y a aussi la question de la dissonance cognitive. Enfin, on est très nombreux à être préoccupés par l'environnement, le climat, mais dans les faits, les gens continuent de prendre l'avion. Donc voilà, il y a un peu un décalage. Quelqu'un m'avait parlé à un moment d'automobilistes schizophrènes, à savoir qu'on n'a pas envie nécessairement d'une voiture en ville, mais on prend sa voiture notamment pour aller au travail, et ça c'est encore largement aussi une problématique. Donc c'est vrai qu'il y a ce sujet-là. Alain Grandjean, j'en profite, si vous m'entendez, comme il nous reste 5 minutes, vous pouvez réagir à ce sujet, et je vais faire un dernier tour de table pour conclure cette conférence. Donc vous pouvez faire du 2 en 1, j'allais dire, réagir, et puis allez-y pour la conclusion, parce qu'il y avait un petit décalage technique. Non, 3 mots. Un, pour les régions, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, il y a effectivement besoin d'ingénierie, et notamment d'ingénierie financière. Je pense qu'on s'en sortira pas comme ça. Et donc, il y a des réflexions, il y a plus que des réflexions, il y a des évolutions législatives en matière de tiers-financement. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire en la matière pour essayer de sortir de cette contrainte comptable. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième, concernant le comportement des individus, je pense extrêmement important. C'est un petit rapport avec les indicateurs de suivi de la transition. Il faut avoir des indicateurs, non pas de comment les gens se comportent, et non, en théorie dans leur tête, mais des indicateurs d'efficacité, secteur par secteur. C'est toujours assez difficile de faire des indicateurs, pas d'en avoir 450, mais il faut en avoir quelques-uns, et je pense que ça fait partie du job pas le plus important, mais c'est un des jobs importants de cette affaire de planification écologique, parce que on va jamais être capable, il y a beaucoup d'incertitudes, on sera jamais capable de tout prévoir ce qui va se passer. Voilà. Et donc dernier point, puisque là c'est la conclusion, mon petit mot de conclusion, à nouveau remercions ce travail important qui a été fait, qui a initié un débat qui est très très significatif. Il est extrêmement important que on arrive à organiser ce débat en sortant des dogmes, des idéologies et des postures politiciennes, pour appeler un chat un chat. C'est trop important pour que on n'essaye pas de réfléchir un peu collectivement aux moins mauvaises solutions, sachant que le but n'est pas la perfection, qu'il n'y ait pas de seconde, mais c'est d'avancer, et vite. Merci à vous. Louise Kessler. Ce qui me rassure, quand j'ai des moments d'éco-anxiété, c'est de me dire qu'on sait à quoi doit ressembler l'économie en 2050. Enfin, on a une idée assez précise. On sait à quoi doivent ressembler les bâtiments, les réseaux de transport en commun, les véhicules, et la plupart des technologies existent déjà ou sont en voie de développement. Et en fait, vraiment, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste mettre en place et concevoir des politiques publiques qui allient efficacité et acceptabilité. Donc, voilà. Donc, je crois que c'est possible. Il y a quand même un très beau chantier à fournir, si je puis dire. Alors, Selma Mahfouz, je vous laisse le mot de la fin de ces 2 heures de conférence. On aurait pu encore continuer, je crois, parce que le sujet étant tellement dense. Oui, écoutez, moi je pense qu'effectivement, nous on est assez contents d'avoir mis un certain nombre de sujets sur la table, notamment celui du besoin d'investissement et de la question de son financement. On a été aussi très, très frappés par la mobilisation, vous l'avez dit, je l'ai dit au début, de l'ensemble de l'écosystème en France. On avait un peu l'impression que les gens n'attendaient que ça, à ce qu'on les fasse travailler ensemble, entre le ministère des Finances, le ministère de la Transition écologique, des organismes économiques, la banque. Donc il y a eu vraiment une belle coopération, et je pense que c'est bien que ce travail se poursuive. Les prochaines étapes, c'est le projet de loi de finances pour 2024. Où la question des investissements et de leur financement et de l'effort public sera posée. Et puis au-delà, on a évoqué le débat au niveau européen. Donc effectivement, il y a un débat à mener au niveau européen probablement, et peut-être au-delà.
Merci beaucoup à vous. Donc, Selma Mahfouz, inspectrice générale des finances et rapporteure générale donc, de ce rapport, évaluation des impacts macroéconomiques de la transition écologique qui nous a servi de base à cette conférence en ligne. Louise Kessler, directrice du programme économie à l'Institut de l'économie pour le climat I4C. Et puis Alain Grandjean, un fondateur et associé de Carbone 4 qu'on a réussi à entendre malgré quelques décalages. Alors, vous l'avez dit, il y a beaucoup de chantiers, j'allais dire, qui arrivent. Aujourd'hui, c'était aussi ici la première de ce format, l'économie et le changement climatique. Il y aura une nouvelle conférence en décembre, le 5 décembre précisément. Le sujet n'est pas encore défini, mais je pense que ça viendra. Et il y a encore aussi d'autres prochaines conférences qui s'affichent et que vous voyez. Rencontre économique le 19 septembre, comment réformer le marché européen de l'électricité. Le 14 novembre, comment soutenir nos entreprises en temps de crise. Et puis aussi 90 minutes pour le lire avec Nicolas Dufour sur le sujet de la désindustrialisation de la France entre 1995 et 2015. Donc vous voyez encore beaucoup de choses initiées par l'IGPDE, l'Institut de formation du ministère de l'économie et des finances. Merci à vous tous qui nous avez suivis en ligne. Il y a eu beaucoup de questions. J'ai fait en sorte d'en prendre le maximum et en tout cas j'espère que tout le monde vous a apporté beaucoup de réponses et d'éclairages sur ce sujet. Merci beaucoup et bonne fin de journée à vous tous. Merci.